On rentre à 2 en scooter un soir et malheureusement on fait une rencontre, une seule voiture qui nous coupe totalement la route et on la percute de plein fouet. Pour le coup, je me souviens de rien, absolument rien. Moi, à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir ? Il n'y avait même pas de il va y avoir des séquelles. Non, c'était pas envisageable. Au mois de septembre, je pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche, donc il m'a dit on va y aller doucement, là c'est un peu long. Et puis finalement, il y a eu une accélération de tout ça, et derrière, c'est la douche froide. Parce que j'en fais trop et que derrière je me blesse vraiment très gravement. Tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle, ça lâche, la rotule elle se barre un peu sur le côté. Ils m'avaient prévenu que les séquelles, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant, moi j'y croyais pas. Et là, pour le coup, quand tu vas voir le médecin, c'est là il faut arrêter le sport, t'en as pour au moins 1 an, il va falloir remettre les choses bien parce que sinon, c'est fini, tu vas avoir des grosses séquelles très rapidement, quoi. Bonjour à tous, je suis Guillaume Lalu et je suis ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de Course Épique. Course Épique, c'est le podcast Running et Trail qui vous fait vivre dans chaque épisode une histoire de course hors du commun. Athlète émérite, coureur confirmé ou anonyme passionné, quand la légende d'une course et la destinée d'un coureur se rencontrent, c'est dans Course Épique qu'elle se raconte. Course Épique, c'est un nouvel épisode chaque mercredi, mais c'est également chaque lundi matin un extrait de l'épisode à venir pour bien démarrer la semaine ensemble. Nous avons donc rendez-vous 2 fois par semaine. Et si vous souhaitez suivre notre actualité au jour le jour et découvrir les coulisses du podcast, je vous donne rendez-vous sur notre compte Instagram courseepique.podcast. La Diagonale des Fous est un monument de l'Ultra Trail. Bien plus qu'une course, c'est une expérience de vie qui marque durablement chacun de celles et ceux qui ont pu en prendre le départ. Cette Diagonale des Fous, les élites la courent en une grosse vingtaine d'heures. Il existe aussi une autre réalité. Celle des coureuses et coureurs qui passent parfois 3 nuits dehors pour boucler en 66 heures à bout de force cette course aussi fascinante qu'elle est extraordinairement exigeante. J'ai le plaisir de recevoir dans cet épisode Clément Bouquet, dont l'histoire m'a beaucoup touché. Alors qu'il nourrissait de belles ambitions sportives dans son adolescence, Clément va voir sa vie bouleversée en raison d'un accident de la route survenu à l'âge de 18 ans. S'en suivront des mois et des années éprouvantes de reconstruction et la nécessité de devoir reconsidérer sa trajectoire sportive suite à ce coup d'arrêt brutal survenu un soir de juillet 2001. Comme toujours, dans Course Épique, nous allons vivre ici une course à nul autre pareil évidemment, mais aussi partager un parcours de vie pas forcément linéaire qui révèle les plus belles capacités de résilience et de rebond de l'être humain. Mais je ne vous en dis pas plus. Clément va vous raconter tout ça bien mieux que moi. Bienvenue dans notre nouvel épisode de Course Épique. Recourir. Bonjour Clément, bienvenue dans ce nouvel épisode de Course Épique. Je suis ravi d'échanger avec toi aujourd'hui. On enregistre cet épisode le 11 octobre qui n'est autre que la date de naissance de Larousseau, de Sydney, l'iconique animateur de l'émission culte HIP HOP, je ne sais pas si tu connais, Gérald Darmanin et Jean-Jacques Goldman, si tu en avais la possibilité, avec laquelle de ces 4 personnalités t'aimerais passer un dîner d'anniversaire? Ouais, plutôt Jean-Jacques. Ouais, tu chanterais à tue-tête avec lui, ce serait soirée karaoké? C'est ça, un petit peu ça, ouais. Jean-Jacques qui a bercé toute mon enfance. Parfait. On lui soumet l'idée. S'il est disponible le 11 octobre l'année prochaine, en tout cas, je lui transmettrai le message. Enfin, je te transmettrai son message et puis je vous connecte. Très bien, si tu as des tickets pour lui, top. Clément, avant qu'on s'intéresse plus particulièrement à ta pratique sportive, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots? Alors moi, c'est Clément, je suis parisien. Donc j'ai bientôt 40 ans. Je suis rentré dans ma 40e année. J'ai une grosse pratique sportive. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. C'est bon signe. Et je travaille dans l'IT, donc j'ai la chance d'être 100% en télétravail actuellement, ce qui me permet de venir faire des interviews en milieu de journée. Ouais. C'est ça. Sans que personne ne soit de mauvaise humeur au boulot, ton client. On va revenir sur ton passé de sportif et à tes plus jeunes années. Donc c'est l'athlétisme qui a très vite trouvé sa place dans ton enfance. Tu l'as découvert en 6e. Ce sport a très vite eu tes faveurs. Est-ce que tu peux nous raconter tes tout débuts dans la discipline et ta découverte de l'athlétisme? La découverte de l'athlétisme, c'est un peu, tu rentres en 6e, je faisais comme tous les enfants du foot, et puis en 6e, on change, athlétisme. Un début où tu te cherches. Moi, j'étais pas très grand, pas très musclé, donc pas de grosse réussite, jusqu'à ce qu'en 5e, en fin d'année, on me dise tiens, et si t'essayais la marche? T'as une démarche un peu atypique. Et en 5e, tout explose. Et là, c'est la révélation. Les chronos descendent, les records tombent. Et je continue la marche en avant, on va dire. Ça te surprend toi-même de voir que tu as des capacités sur la marche? Oui, au début, c'est un peu rigolo. Tu regardes le record du collège et puis tu te dis, tiens, je vais le faire tomber. Puis bon, il tombe. Puis il y a un représentant d'un club qui te dit, ça te dit de venir dans un club? Tu dis oui. Puis là, tu as le record des Yvelines qui tombe et puis ainsi de suite.
Et tu te retrouves embarqué dans des trucs où tu te mets à 12 ans à courir avec les adultes. Donc toi, tu t'es pris très vite au jeu de la compétition, tu as senti que ça créait une émulation additionnelle, ça t'apportait beaucoup de plaisir. Est-ce que ça a permis aussi de révéler peut-être des traits de ta personnalité qui étaient peut-être tus par ailleurs? Est-ce que ça a aussi révélé un autre Clément? Ouais, je sais pas si ça a révélé un autre Clément, mais comme j'étais super actif, ça m'a permis de me défouler surtout et d'avoir un cadre dans lequel me défouler. Être entouré d'adultes, c'est un peu spécial, mais après, il y a tous les entraînements où là, tu es entre potes et c'est la rigolade un peu à chaque fois que tu fais les entraînements. Et puis quand tu arrives à un moment où tu passes à 14-15 heures d'entraînement, forcément, ça devient une deuxième famille un peu. Quand on t'a parlé de marche à l'époque, c'est une discipline qui était, je pense, moins connue qu'elle peut l'être aujourd'hui, puisque Yohann Diniz, je pense, n'était pas exposé, ou en tout cas n'était pas à haut niveau, comme il pouvait l'être aujourd'hui. Il devait être bien plus jeune par la force des choses. Qu'est-ce que ça t'a évoqué, toi? C'était singulier comme discipline sur le papier? Alors sur le papier, moi je connaissais Langlois, c'était le marcheur français de l'époque. Certes pas aussi bon que Yohann Diniz, mais avec un très bon niveau, mais il n'y avait pas de gros regroupements. Ce que je regardais surtout à la télé déjà, et c'est là où ça devient drôle, c'est l'épreuve de marche qui traversait le nord de l'Île-de-France. Je me souviens plus du tout du nom actuel comme ça, mais c'était déjà des épreuves de plus de 100 ou 200 km où il y avait les accompagnateurs qui étaient en minibus. Tu diversifies donc en parallèle de cette progression dans la marche, tu diversifies ta connaissance et ta pratique de l'athlétisme. Tu te touches à pas mal de disciplines, le 100 mètres, le 4x100 mètres, le 400, tu vas même jusqu'aux 20 km. Il y a notamment le 800 mètres et le 5 km sur lesquels tu fondes des espoirs un peu plus particuliers où les performances sont plutôt au rendez-vous. Alors ouais, 5 km, j'ai des bonnes performances, mais pour ceux à qui ça parlera, j'étais en dessous de 17 minutes, donc déjà à 16 ans, ça commence à être un temps qui est plutôt respectable. Et le 800 mètres, c'est une course, je pense, avec un effort extrême et vraiment sur du court terme. Et moi, ça me plaisait vraiment, mais c'était un changement du tout au tout. Alors le 800 mètres, il est venu après un échec au championnat de France sur la marche, donc c'est un peu un changement pour balayer l'échec d'avant. Mais ce que tu appelles échec, c'est quoi? Et en fait, je me suis présenté, mes premiers championnats de France universitaires, je l'ai fait, je suis 9e mes premiers cadets première année, pardon. Et donc du coup, quand arrivent les championnats de France suivants, je suis en deuxième année, je suis quasiment favori, et malheureusement, je ne supporte pas la chaleur. Il y a eu un soleil de plomb, on a couru à 14 heures, j'ai failli abandonner, j'ai pas abandonné parce que j'ai pas les championnats de France, enfin, t'abandonnes pas aux championnats de France. Donc du coup, j'ai terminé loin derrière, 9e, avec un temps totalement qui avait rien à voir avec ce que je pouvais faire, puisque je pouvais descendre facilement sous 25, on espérait sous 24 au championnat de France, et là je fais 30 minutes quelque chose, donc rien à voir sur 5 km, on parle de la marche bien sûr. Et donc du coup, c'est un échec complet, quoi. Qui a mis fin à tes ambitions sur la marche ou qui les a juste altérées, l'envie de t'y consacrer pendant quelques temps? Ouais, ça a été l'envie de m'y consacrer. Je voyais tous les autres réussir sur des disciplines plutôt sprint, avec un peu plus de visuel. Et donc, 800 mètres, ça me plaisait bien, quoi. Tu as nourri un rêve qui aurait dû prendre corps en 2022, un rêve sportif. 2002 qui était aussi l'année de tes 18 ans, mais les circonstances de la vie en ont décidé autrement un soir de juillet 2001. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé? Et en 2001, là c'est un peu la douche froide, donc là on vient de faire une année de changement complet, comme je disais, entre la marche et le 800 mètres, et je prépare mes premières vacances avec mes potes sans les parents, et on rentre à deux en scooter un soir, et malheureusement on fait une rencontre, une seule voiture qui nous coupe totalement la route, et on la percute de plein fouet. Pour le coup je me souviens de rien, absolument rien. Moi les souvenirs que j'en ai, c'est putain, ce con il tourne, et en fait il nous tourne dessus, quoi. Donc on le prend de 3/4 face, puisque la route qu'il prend c'est pas la perpendiculaire, il arrive d'en face. On est projeté à 20 et 25 mètres du point d'impact, le scooter entièrement détruit. Moi je perds connaissance, donc je me souviens de rien. Et derrière, là c'est l'enchaînement, et tout va très vite, même si après tout sera plus lent, c'est-à-dire que le genou est entièrement détruit. Il faut savoir que mon genou a traversé le carénage du scooter. Il a gagné le premier round du fait que j'étais très musclé, donc le carénage a explosé. Ensuite, il y a une pièce qui est rentrée dans le genou, et là, ça a tout arraché. C'est-à-dire que ça a arraché, ça m'a sectionné une partie du quadriceps, ça m'a coupé les ligaments sur le côté, ça m'a abîmé le cartilage. Après, croisé distendu, et puis une plaie jusqu'à l'os, quoi, puisque le morceau s'est arrêté dans l'os, puisqu'il ne pouvait pas aller plus loin. Donc là, j'ai un trou béant, et donc derrière, il faut opérer et refaire le genou, quoi. Et quand tu t'es réveillé, tu as été pris de douleurs intenses, ou tu n'as même pas de souvenir du moment où tu t'es réveillé? En fait, je me suis réveillé en plusieurs phases.
C'est-à-dire déjà, je savais pas où j'étais, qui j'étais, et j'étais aveugle. Donc, quand tu travailles sur le tartan avec des gens qui sont sur toi et tu sais pas qui t'es, qu'est-ce que tu fais là, c'est un peu compliqué à vivre. Donc, ça, c'est la première chose. Et après, tu comprends bien qu'il t'est arrivé quelque chose parce que tout le monde t'explique et qu'il y a un peu la panique autour. Et là, tu commences à ressentir, tu commences à revoir. Et la douleur commence seulement à monter. J'ai une petite anecdote dessus, c'est-à-dire que quand je monte dans les camions de pompiers, ils me font une première injection de morphine en me demandant la douleur, elle est à combien. Je leur dis elle est à 6. Et sur 10, pardon, excuse-moi, sur 10, c'est-à-dire qu'elle commençait à monter. Et une demi-heure plus tard, ils me reposent la question. Et là, j'avais encore plus mal, elle était à 7. Bon, après, ils m'ont refoutu une dose. Et là, j'étais shooté complet, j'ai plané. Donc, je me souviens pas. Et globalement, je me souviens pas de grand-chose. Je me souviens de l'arrivée à l'hôpital où là, c'est pas mes parents qui sont là. Ils se sont un peu plantés entre mes parents et les parents de mon pote qui étaient derrière. Comment ça s'est passé pour lui ? Alors lui, il a eu la jambe entièrement écrasée, donc lui, il a eu plusieurs opérations aussi, il a souffert pendant des années, donc ça a été compliqué, aujourd'hui tout va bien. Il a pu reprendre le sport aujourd'hui, c'est ça ? Ouais, il fait du sport, on va dire que c'était pas dans sa priorité de vie le sport, donc pourquoi qu'il faudrait lui demander d'ailleurs, mais je pense pas que c'était ça, ça l'a dérangé bien sûr comme tout le monde, hein, parce qu'on était au niveau bac, donc c'est des périodes difficiles hein, pour un jeune, hein, tu te retrouves handicapé dans tes premières années d'études, c'est pas non plus la joie pour tout le monde, quoi. C'est des années pas faciles en fait. C'était toi qui conduisais le scooter ? Ouais, c'était mon scooter, on était deux, il était derrière, on revenait de chez un autre pote, quoi. Il était 1h30 du matin, un truc comme ça. Et est-ce que le ou la conductrice de la voiture qui était en cause sont restés à tes côtés ? Est-ce qu'ils étaient là quand tu t'es réveillé ? Alors moi, comme j'étais aveugle, je n'ai aucun souvenir visuel. Donc, globalement, j'en ai aucun. Ils étaient obligés d'être là parce que de toute façon, la voiture a été détruite en partie sur l'avant, le scooter était détruit, ils ne pouvaient plus passer, et il y a une voiture qui est arrivée derrière, et donc ils ne pouvaient pas repartir. Mais ils sont restés, apparemment ils sont restés de bonne foi, donc on va leur laisser ça. Après, il y a eu d'autres choses, mais bon, voilà. Mais ouais, ils sont restés, mais c'est pas eux qui... La personne qui était à mes côtés, apparemment, c'était une personne de la voiture d'après, qui avait appelé eux les pompiers. Donc je t'ai interrompu, tu racontais ton arrivée à l'hôpital ? Ouais, l'arrivée à l'hôpital, c'est marrant, ils te disent ouais, tes parents sont là, et puis tu bascules, et puis non, perdu, c'est pas tes parents. T'as 18 ans, tu fais bon, ok, ouais, c'est pas les bons. Et en fait, la police a rappelé 2 fois les parents de mon meilleur ami, et eux attendaient aussi de savoir dans quel hôpital de la région ils y allaient. C'était en plein été, donc les hôpitaux de l'Île-de-France, ils fermaient, les lits, ils avaient pas beaucoup de lits, donc lui, il a été renvoyé, je me souviens plus, à Mantes, je crois, et moi à Poissy. Et donc du coup tu arrives à l'hôpital, après on te rentre, radiologie, on s'aperçoit que t'as rien de cassé mais t'as la jambe qui a triplé de volume, personne ne sait pourquoi, enfin bon, bref, c'est un peu la panique à bord, quoi. À l'issue de tout ça, les nouvelles, elles sont quand même plutôt favorables et rassurantes. Commence alors pour toi un chemin de la reconstruction pendant plusieurs mois à grand renfort de musculation et puis de rééducation. Est-ce que toi, tu ronges ton frein comme on pourrait imaginer n'importe quel ado de 18 ans à ce moment-là qui est un peu dans la fleur de l'âge et qui vit ce coup-là, ou est-ce que tu gères finalement avec autant de philosophie que possible non, mais ce qui pas t'arrive ? du tout. Alors, mais attends, moi, à ce moment-là, à la sortie de l'hôpital, c'est quand est-ce que je peux recourir ? Et quand est-ce qu'on va... Est-ce que on est au mois de juillet, enfin, quand je vois le deuxième médecin, c'est quand est-ce que je peux aller skier et quand est-ce que je peux recourir sur une piste d'athlétisme ? Il n'y avait même pas de il va y avoir des séquelles. Non, c'était pas envisageable. Et il te répond quoi ? Au début, il dit on va y aller doucement. Hein, t'as mis déjà au mois de septembre, je pliais toujours pas le genou pour pouvoir monter une marche, donc il m'a dit on va y aller doucement. Là, c'est un peu long. Et puis finalement, il y a une accélération de tout ça, et derrière, c'est la douche froide. Parce que j'en fais trop et que derrière je me blesse vraiment très gravement. Donc il t'a fallu 6 mois, c'est ça, pour renouer avec l'effort physique, c'est ça à peu près ? Ouais, de juillet, on va dire novembre-décembre, j'ai pu recommencer à courir. Novembre-décembre, ouais. Et donc là tu forces, tu fais une série de trop, c'est ça ? C'est-à-dire que là, les médecins, on passe de c'est trop lent à non mais là du coup t'es au-dessus de toutes les normes. Donc tu vas trop rapidement, et je fais une série de trop lors d'un entraînement d'athlé, et là il y a tout qui lâche, quoi. Ce qui veut dire concrètement ce qui lâche ? Tout ce qu'ils avaient rattaché du muscle, ça lâche, la rotule elle se barre un peu sur le côté, ils m'avaient prévenu que les séquelles, j'allais peut-être déjà pas pouvoir recourir comme avant, moi j'y croyais pas, et là pour le coup quand tu vas voir le médecin c'est là il faut arrêter le sport, t'en as pour au moins 1 an, il va falloir remettre les choses bien, parce que sinon c'est fini, tu vas avoir des grosses séquelles très rapidement, quoi.
derrière ça, de façon sous-jacente, il y a cette idée peut-être d'abandonner aussi tes rêves de performance à bon niveau et tes ambitions. Est-ce que tu as ça en tête? Et puis si oui, dans quelle mesure est-ce que cette fois-là, tu es prêt à l'accepter? Est-ce que tu dis que ça aurait pu être plus grave ou est-ce que tu prends ça avec beaucoup de difficultés? Non, beaucoup de difficultés. Au début, abandonner comme ça a été très dur. Ça a été très très dur de se dire, le sport de haut niveau comme j'aurais voulu en faire, même si je n'y étais pas encore, c'est terminé en fait. Donc l'athlétisme avec les potes, les compétitions, c'est fini. De toute façon, la rééducation, elle est longue. Là, ça sera plus possible, quoi. Est-ce que ça t'a amené à finalement revoir un peu le braquet et puis à apprécier avec un nouveau prisme finalement la course à pied? Est-ce que ça t'a, par la force des choses, ou en tout cas la course à pied ou la pratique sportive au sens plus large, est-ce que ça t'a poussé à apporter un regard très différent sur tes ambitions, enfin sur ce que devrait être désormais ta pratique sportive et qu'il faudrait la vivre, y trouver du plaisir malgré les contraintes? Alors j'ai eu la chance d'être accompagné par mon club qui m'a proposé d'être co-entraîneur. Donc j'ai co-entraîné les jeunes, les 6-12 ans, et j'ai accompagné en compétition les 12-16 ans. Donc ma pratique sportive, elle a été changée, mais je suis passé du côté coureur à côté entraîneur. Ça m'a beaucoup apporté pendant les 4 ans où je l'ai fait. Ça m'a permis de mettre justement de côté toute cette pratique et justement d'abandonner ce système-là de course en fait. J'ai abandonné la course à la performance. Enfin, pour moi, j'étais plus dans la pratique sportive. J'étais dans une pratique qui était complètement différente. L'athlétisme, je voulais le mettre de côté. Les compétitions, c'était de côté. Par contre, je prenais énormément de plaisir. Et ce que j'aurais voulu au club, c'est entraîner un gamin qui aurait battu tous mes records. Ça aurait été drôle. Est-ce que c'est un deuil? Ça ressemble à un deuil, ce que tu as dû faire? Ouais, mais je l'ai fait. J'ai dû le faire autrement plus longtemps après. Il t'a fallu 4 ans, j'ai lu sur le blog sur lequel tu racontes ton expérience de vie, 4 années qui ont été difficiles, qui t'ont mené jusqu'au procès. Je ne sais pas quelle en a été l'issue d'ailleurs, mais tu as l'impression d'avoir été un peu à côté de tes pompes pendant ces 4 années. Tu as vécu sous cloche. Est-ce que c'était lié au fait justement qu'il n'y ait pas eu le procès ou c'est plus le chemin de ta reconstruction et de l'acceptation qui ont dicté ça? C'est un tout, je pense, ouais. C'est le procès qui avance pas, où on te traite de menteur, mais tu te souviens de rien, donc du coup, c'est compliqué. Le fait de plus être dans le sport, de changer de vie aussi, tu passes de terminale. Moi, je me voyais dans le sport toute ma vie, et finalement, il faut trouver autre chose. Bon, j'ai la chance de pouvoir aller en école, donc mes parents m'ont envoyé, je foire ma prépa, mais bon, ça c'est dur, la prépa c'était peut-être pas le bon moment. Donc ouais, j'ai un chemin où tu quittes tes parents au moment où t'as ça, enfin, ouais, c'est un tout, en fait. Tout ça complique les choses. Et ouais, je vois mes potes à côté ce qu'ils font, j'ai vraiment l'impression de pas vivre ma vie à ce moment-là, ouais. C'est quoi, c'est de la frustration, presque de la jalousie? Non, il n'y a pas de jalousie, il y a... De l'injustice? Non, c'est vraiment... on pourrait comparer ça peut-être à de la dépression, mais c'en est pas. Mais c'est vraiment quelque chose où tu es à côté, ça avance, mais t'es pas à la barre de ta vie, quoi, en fait. Ça avance parce que ça avance, quoi. Voilà. Est-ce que tu t'accroches quand même à des perspectives réjouissantes? T'as des projets ou des envies qui te tiennent et qui te donnent envie d'aller de l'avant, qu'ils soient d'ordre sportif ou autre, mais c'est quoi les pierres que tu as utilisées pour reconstruire un peu et repaver le chemin du plaisir? Alors, c'est pas moi qui disais, comme je te dis, je prenais la vie, elle avançait, je la prenais comme elle venait, en fait. Je faisais pas de projection avec ce qui m'est arrivé, tu vois la mort très proche, donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, t'es plutôt dans une autre optique, et c'est en rencontrant quelqu'un que je me suis remis à faire des projets, et c'est à ce moment-là où c'est reparti. Et non pas parce que moi, j'ai fait quelque chose, c'est une rencontre, voilà... Et ça s'est bien passé pendant un certain temps, mais ça m'a permis de me remettre dans mes baskets et de effectivement pouvoir reprojeter des choses. Parce que les autres projets, c'était quoi? C'était bon, tu vas à l'école, tu vas à la fac, faut avoir ton diplôme, et puis un jour tu auras un boulot. Et voilà, mais c'est pas comme ça que j'envisageais ma vie, je pense, à l'origine, qui devait être dans le sport, dans l'accompagnement, enfin dans plein d'autres choses. Au final, je suis pas coach sportif, mais c'est pas grave. Je suis très content de ce que je fais aujourd'hui. Tu as repris le sport en 2012-2013, donc on est un peu plus de 10 ans après l'accident, avec notamment, je crois, un premier 10 km que tu as parcouru en 57 minutes. Ouais. À quel moment tu as développé un intérêt, plus particulièrement pour le trail? Est-ce que ça a été un choix contraint parce que médicalement, c'était pas conseillé que tu ailles sur la route compte tenu des séquelles de tes blessures? Est-ce que ça a été un choix de cœur? Comment est-ce que le trail a croisé ta route? Alors le 10 km c'est arrivé parce que de toute façon j'avais pas le choix, je pouvais pas courir plus longtemps. Déjà quand les médecins ils disaient 10 km ça va faire beaucoup, donc voilà. Mais le trail, comment c'est arrivé? C'est à force d'aller à Val Thorens,
comme je me disais que je pouvais pas faire des courses longues, ils organisaient un truc, c'était un kilomètre vertical. C'était peut-être les premiers à organiser ce genre de truc. Ça s'appelait la vertical race ou un truc comme ça. Enfin bon, bref. Et je voyais ce panneau et je me suis dit, mais un jour, faut que je fasse ce truc. Ça fait que 1000 mètres de dénivelé positif. Enfin, grosso modo, les gars, ils mettent 1 heure pour le faire. Moi, je mettrais 1h30, mais voilà. Et en fait, je me suis retrouvé à faire de la randonnée et ce truc-là. Et j'ai trouvé ça top d'être dans la nature. Et en fait, le trail, il est venu comme ça. Il est venu parce que j'ai participé à un KV, puis j'ai participé à ce KV, puis comme c'est un week-end de course spécifique qui est là-bas, je me suis dit, bah tiens, je fais le KV et une autre course avec un pote qui était venu. Et puis un jour, bah, tu fais cette course, et puis tu repenses à plein d'autres choses, et tu te dis, mais en fait, c'est ça que j'aime, c'est pas le béton, en fait. Et puis le béton, c'est traumatisant pour mon genou, ça fait mal, et alors que là, tout ce qui est en nature, c'est beaucoup plus simple pour moi. Tu as allongé ensuite progressivement les distances, et ça, c'est venu de façon très progressive? Alors, il y a eu ouais, c'est venu progressif au début, donc KV 20 km à peu près, puis 30, et puis un jour, je me suis rappelé d'une course sur laquelle il fallait des points. Donc je me suis rappelé de la Diagonale des Fous, et là, je veux m'inscrire absolument en 2016 à ce truc-là, sauf qu'il faut faire une course qui rapporte 75 points à l'époque, enfin, en 2015, c'était ça. Et donc je m'inscris au trail de la Vésubie, qui était support des championnats de France, et là, il faisait 60 bornes, ce trail. Donc en fait, 60 km, 3005 de dénivelé, ça rentre. Enfin 3000 de dénivelé ou 2005, je sais plus, ça rentrait. Enfin bref, si je fais faire ça. Sauf que je revenais du Mexique, et donc là, il y a un gros delta. Tu prends 6 heures dans la vue, 5 heures de train, 6 heures de décalage horaire, t'as fait 10 heures d'avion, tu te prends 5 heures de train, t'arrives là-bas, tu dors pas, enfin... Nickel. Et ouais, nickel. Je venais de faire mon premier marathon, je me suis dit, tu passes d'un marathon, t'as fait un KV, tu vas pouvoir faire 20 bornes de plus, c'est 2005, ouais. Ouais, je me suis enflammé. Trop de confiance. Là, clairement, j'ai fait un gap qui était un peu trop, mauvaise gestion de la course, tout ça. Je me pète un doigt de pied, enfin, je me recasse un doigt de pied. Les médecins me sortent sur un moment où ils me disent, mais là, va y avoir 3 heures sans ravitaillement, sans rien. Il faut que tu ailles d'un côté ou de l'autre. Donc, de toute façon, si tu arrives à un truc, t'en as pour 6-7 heures. Donc, ils étaient pas chauds pour me laisser partir et donc ils m'ont arrêté. On va parler plus en détail de ta diagonale tout à l'heure, mais est-ce que tu as aujourd'hui un format de prédilection, un format de course dans lequel tu t'accomplis plus particulièrement, dans lequel tu prends particulièrement du plaisir? Ouais, il y en a 3, ouais, 2. Allez, 2. Toutes les courses entourent 60 et 70 km. Ouais, sur trail, j'aime bien. Là, je viens d'en faire 2, Saint-Jacques et Trail des Passerelles cette année, avec des amis. Et j'aime bien les courses d'une journée. Donc là, on passe sur du 100 km. Où moi ça représente à peu près 24 heures, enfin suivant les courses, entre 20 et 28 suivant la difficulté. J'aime bien ces formats là, ouais. Il y en a un, c'est vraiment le format demi-journée, l'autre c'est journée, et donc du coup je trouve ça cool. Journée-nuit sur le format 24 heures, ouais, mais sur ton format 100. Ouais, mais je sais pas, j'aime bien ce côté, tu passes vraiment 24 heures en activité. Je sais pas pourquoi, il y a effectivement ce côté, soit tu démarres de jour et tu finis de nuit, tu traverses une nuit. C'est vrai que la traversée de nuit, j'aime bien. C'est quoi les ingrédients pour toi qui sont indispensables pour qu'une course soit réussie? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix? Qu'est-ce qu'il faut à tout prix pour qu'une course soit réussie? Pour moi ou en général? Pour toi. Pour moi, un beau parcours. Un beau parcours, ouais. C'est un beau parcours. Les bénévoles, ils sont toujours au top. On va pas dire des bénévoles, mais ouais, ils sont toujours au top, les bénévoles. Non, ouais, un beau parcours. Ouais, tu cours seul ou tu aimes aussi partager ça avec des copains? Ouais, avec des potes aussi. Ça m'arrive d'en faire seul, mais j'aime bien y aller avec des amis. On se tire un peu la bourre de temps en temps, mais où on s'entraide aussi. C'est un bon ingrédient, ça aussi. Ouais, c'est une bonne grosse motivation d'y aller entre amis, ouais. Merci beaucoup Clément. On va passer maintenant à notre rubrique qui s'appelle la basket chinoise. Je vais te poser 3 questions qui vont nous permettre de continuer à mieux te connaître. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'accomplissement qui t'apporte le plus de fierté? On va en parler un peu tôt du coup, mais ouais, non, c'est de courir ce genre de course vraiment de plus de 100 km. Et la Diagonale des Fous, ça a été vraiment... Ta plus grande fierté jusqu'ici? Ouais, ça a été Déjà, c'est un rêve de gamin, donc du coup, forcément, le réussir, c'est une fierté, c'est un accomplissement total. Ouais. Tu vas nous raconter ça? Ouais. On ne spoil pas tout à ce stade-là. Ouais. J'essaie d'en dire le moins possible. Le suspense est intenable. Le talent que tu aimerais le plus avoir? Multilingue. Ah ouais? Ah ouais, parler toutes les langues du monde, pouvoir communiquer avec tout le monde. Ah ouais, sans hésiter. Tu commencerais par quelle langue? Déjà l'anglais, mais je suis nul en langue. Ah oui. Ah ouais, non, c'est un gros problème. J'admire tous les gens qui parlent plusieurs langues. C'est vraiment un truc, je les admire, ces gens-là. C'est vraiment un truc que j'aimerais, mais j'y arrive pas. Je commençais l'anglais à 6 ans, tu vois, j'y arrive toujours pas. C'est catastrophique, j'ai un anglais professionnel délétère. Je sais le lire, mais impossible de le parler. Il y a un blocage? Je sais pas, aucune idée. Ça doit pas être fait pour moi, les langues étrangères.
Dans quel projet tu aimerais te lancer si le succès était garanti? Quel projet? Je dirais plutôt conférences. Ouais, j'aimerais faire des conférences, organiser des conférences, tout ce qui est sur le Organiser ou savoir. animer, avoir un talent d'orateur ou organiser Les deux. et réunir des gens? Ouais, les deux. Ouais. J'ai vraiment beaucoup d'appétence sur tout ce qui est transmettre le savoir, transmettre des transmettre des choses. Et je trouve que dans les conférences, quand on a des bons orateurs, c'est vraiment, il y a rien de mieux. Je peux passer sur des talks sur YouTube, je peux passer des heures. Sur toutes les thématiques? Sur beaucoup, ouais. Ouais, sur beaucoup. J'essaye justement d'aller sur des thématiques qui sont pas forcément celles que j'aimerais, donc j'écoute un peu de tout. Donc ouais, c'est assez intéressant. Ouais, j'adore ça. Bah écoute, on va faire un petit vœu pour espérer que tes ambitions de pouvoir parler plusieurs langues et puis ta capacité à mener des conférences se réalisent. Il est jamais trop tard. Tu as 39 ans, c'est encore faisable. Tout à fait. On va essayer d'en faire sur le sport. Merci beaucoup Clément. On va maintenant parler de ta course épique, la Diagonale des Fous. Avant que tu ne la partages avec nous, je vais rapidement planter le décor de cette course qui se tient chaque année fin octobre au cœur de l'île de la Réunion, qui est là pour le coup en pleine actualité ces jours-ci. C'est une course qui célèbre d'ailleurs pour l'occasion ses 30 ans cette année. La Diagonale des Fous, elle fait partie des 4 courses proposées dans le cadre du Grand Raid de la Réunion, qui propose des épreuves pensées pour différents niveaux, de cette redoutable Diag, donc pour les niveaux les plus avancés, à la Mascareigne et ses 72 km, en passant notamment par le relais en brocal. Le parcours de la Diagonale des Fous compte son lot de jungles, de cirques, de cols de haute montagne, de chemins escarpés et 10 217 mètres de dénivelé positif pour environ 160 km de course. Les sources divergent un peu sur la distance exacte, mais on est dans cet ordre-là. Le parcours traverse l'île de part en part du sud au nord. Il est considéré comme l'un des plus difficiles au monde, mais aussi comme l'un des plus beaux. Plus qu'une course, la Diagonale des Fous, c'est une véritable religion sur l'île de la Réunion. Le vainqueur l'emporte habituellement après 23 ou 24 heures de course. La barrière horaire pour les derniers, elle, est fixée à 66 heures, soit pratiquement 3 jours d'effort, ce qui est beaucoup. On doit trouver le temps long quand on arrive au bout de 66 heures, je pense, au stade de la Redoute. Ouais, après 3 nuits, ouais. Mais quand on y arrive, je pense qu'on oublie tout ce qui s'est passé précédemment et les longues heures passées sur les sentiers. Il y aura 2832 coureurs qui seront présents cette année donc sur la ligne de départ de la Diag et 6500 coureurs au total sur les 4 épreuves. Cette course, elle est devenue pour beaucoup l'une des courses à vivre à tout prix, au moins une fois dans sa carrière de trailer ou d'ultra-trailer, avec un Graal ultime arrivé à rallier l'arrivée au stade de la Redoute à Saint-Denis. Le palmarès de la Diagonale des Fous compte ces dernières années les plus grands noms de la discipline, François Daen, Kylian Jornet, Benoît Girondel, ou encore la réunionnaise Marcel Puy, qui l'a remporté 5 fois entre 1995 et 2010 chez les femmes. L'édition 2021 a vu la victoire tonitruante et partagée de Ludovic Pomeray, que l'on adore chez Course Épique. C'est un athlète fabuleux et que je prends à chaque fois un plaisir immense à recevoir. Et Daniel Young chez les hommes. Voilà, ils ont fini ensemble. Pardon, j'ai mis un peu d'espace entre les deux parties de ma phrase, mais ils ont fini main dans la main. Et puis Émilie Barotto qui l'a emporté un peu moins de 30 heures chez les femmes. Il y avait eu aussi un fait saillant l'année dernière qui était l'arrivée de Sissi Cusso, qui a été une épatante 4e et qui a conclu sa Diag après 80 km avec une fracture du péroné, sans le savoir. Voilà, donc c'était aussi une des belles histoires de cette année 2021 sur la Diag. C'est donc aujourd'hui à travers ta voix et surtout tes mollets, Clément, qu'on va vivre cette course fascinante et plus particulièrement son édition 2019 qui a été sacrément épique pour toi. Mais avant ça, je vais te cuisiner un petit peu avec la question qui pique de Course Épique. C'est une question très gentiment piège que je pose à mes invités, donc pas d'inquiétude. Ouais. Je te dis, je vais te cuisiner, c'est faux. C'est faux. Comme le thème de l'épisode le veut, on va aujourd'hui parler de diagonale, mais ça ne sera pas la Diagonale des Fous dont on va parler aujourd'hui. On va parler d'un autre style de diagonale. Est-ce que tu connais le principe de lecture rapide qui s'appuie notamment sur cette idée de lire en diagonale? Ouais, je connais un peu. Ouais. Un truc que j'ai jamais réussi à faire. Eh bien, figure-toi que ton compte en France a un champion du monde de lecture rapide qui s'appelle Mohamed Koussa. Je suis certain que tu le savais, tout comme moi d'ailleurs. Bien sûr. Est-ce que tu saurais me dire en combien de temps il a réussi à lire un bouquin de 400 pages lors des championnats du monde de lecture rapide en un Je te donne un quart d'heure près. Combien de temps pour lire 400 pages? Combien de temps il faudrait, toi? Moi, il me faut 10 minutes par page, donc je te laisse imaginer le truc, quoi. Je lis très très lentement. Ouais, je sais pas, 400 pages, on va dire qu'il doit les lire en 20 secondes la page. Bon, allez, ça fait 3, ça fait 100. Tu me fais faire le calcul. Allez, 2 heures. C'est un peu moins, 1h25. Ouais. Franchement, t'es pas loin. Mais est-ce que si on lui fait une interro sur le bouquin, il est OP? C'est effectivement, c'est une précision qui est importante. Donc lui, il a développé une technique qui lui permet vraiment de pouvoir lire 700 mots par minute, là où nous, toi et moi, on va lire 200 à 300. Il déchiffre plus vite chaque mot, il balaye les phrases en ciblant un mot sur 3 ou 4, un des mots-clés, puis il va évacuer tous les mots qui sont annexes et qui apportent pas de valeur dans le propos.
Et donc voilà, donc pour mériter son titre, il ne faut pas seulement dire qu'on a lu et tourner les pages, mais il faut quand même attester de la bonne compréhension du livre. Et là, c'est pas juste un QCM dans lequel on te pose des questions en suggérant des réponses. C'est des questions assez évoluées du type quelle est la conclusion du chapitre 3 qui permet de tirer un lien avec l'amorce de l'arrivée du personnage dans ce chapitre 4. Donc voilà, tu peux pas bluffer, en gros, c'est pas possible. Donc bravo Dommage. Mohamed, c'est le roi de la diagonale, tu vois. C'est bravo à lui. Un autre type de diagonale dont tu parles pas assez. Je pense que si on l'emmène à la Réunion, ça passe. Il le fait aussi vite. Peut-être pour lire le règlement en diagonale, ou le tracé, peut-être. Ouais, ça faut voir. Allez, je te propose de tourner la page de cette question qui pique et d'ouvrir désormais un nouveau chapitre de cet épisode en nous attachant au récit de ta course épique. Est-ce que tu peux nous raconter à quel moment tu as commencé à t'intéresser à une possible participation à la Diag? Tu as dit que c'était un rêve. Tu as formulé ce mot-là. Depuis quand ce rêve il est ancré en toi et puis qu'est-ce qui lui a donné naissance? Le rêve, moi je me souviens de regarder en vacances des émissions où effectivement ils filmaient les mecs sur le volcan en train de courir. Je me souvenais de ce genre de trucs, parce que en général c'était vers les vacances d'octobre. Donc ouais, je me souviens de ça et je me suis toujours dit que je la ferais. C'est un peu, comme je te dis, la marche c'est une discipline très longue, donc là je me suis dit tiens, c'est la même chose et voilà. Et c'est vrai que quand j'ai repris, tout de suite, quand je me suis mis au trail, je me suis dit ouais, cette course elle est là, comme je vais réussir à la faire, quoi. Enfin, bon, il s'avère qu'en 2016... vouloir la faire dès 2016, ça avait été un problème, et puis elle est un peu sortie de ma tête. Mais ouais, c'est arrivé vraiment là. Après, elle est revenue, et il m'a fallu 2 ans de préparation pour arriver à pouvoir m'inscrire pour celle de 2019. Ouais. Là, de ce qu'on entend, tu étais très confiant sur tes capacités, ça te faisait pas peur? Alors en 2016, non, pas du tout. Jusqu'à ce que je me ramasse sur cette fameuse trail de la VUB, où là, je me suis dit, en fait, ce genre de course, c'est peut-être pas fait pour moi. Et non. Après, j'étais pas confiant du tout pour la faire. C'est pour ça qu'en 2017, je prévois rien du tout. Je me fais des trails, mais pas en vue de la Diag. Il s'avère que je gagne des dossards sur des trails qui me permettent en fait de terminer ces courses un peu à l'arrache, pour certaines à 15 secondes de la barrière horaire, et finalement de te retrouver avec les points possibles pour t'inscrire. Et là tu fais, mais en fait je viens de les finir ces courses, est-ce que je peux m'inscrire ou pas? Est-ce que je le fais surtout? Est-ce que je le fais? Pouvoir c'est une chose, vouloir en est une autre. C'est ça, donc du coup en 2018 je me retrouve avec les points après avoir fait c'était la 6000D. La Saint-Élion aussi. Alors ouais, la Saint-Élion. Ouais, j'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion. J'avais oublié ce truc-là. Ouais, on a le droit de citer des marques? On peut y aller. On peut y aller. Ouais, c'est Iron qui faisait gagner un dossard. Et donc j'ai gagné un dossard pour la Saint-Élion. Ils me disent quel format tu veux faire. Bah la grande, tant qu'à faire, on va tenter à l'époque ça faisait que 72 km, ce qui est déjà pas mal, mais bon, j'avais fait que le marathon j'avais quand même réussi le marathon du Mont Blanc, donc ouais, 72 km, je la termine avec un pote Charles, qui sera notre première course ensemble. On fera la Diag là, ensemble aussi. Et ensuite, pendant cette course, en fait, ce qui est rigolo, c'est que je participe à un concours dans le village olympique là, et au moment du départ, on est en train d'attendre. C'est à dire qu'on est parti dans la dernière vague, donc on s'est caillé, il faisait -12 cette année-là pour la Saint-Élion, il faisait super froid, et je reçois un SMS, vous avez gagné un dossard pour un trail de 60 km, 65 km, le trail des Allobroges. Tu serais pas un peu chanceux, non? T'as une patte de lapin, alors depuis un fer à cheval? Je sais pas, depuis j'ai pas gagné grand chose. Moi j'aurais plutôt tendance à dire que c'était écrit, mais bon, après chacun y voit ce qu'il a envie d'y voir. Et donc ouais, je me suis retrouvé à gagner ça, et on m'a une fois là-bas, je fais le trail, et au bout d'un moment je m'aperçois dans la course que c'est super dur. Les mecs ils me disent, vous savez que vous êtes chez les Barrés ici, c'est considéré comme un des trails les plus durs de France quand même sur cette distance. 65 km, 4900 mètres de dénivelé, on a eu tous les temps, de la neige glacée, du froid, de la boue, enfin bon bref, du grand soleil, il faisait hyper chaud ensuite. Et je me retrouve à finir à 15 secondes de la première barrière horaire, parce qu'ils ont rajouté 1 heure ensuite, tellement c'était compliqué. Donc là tu gagnes un deuxième dossard, puis après tu gagnes un autre dossard, là, tu gagnes la 6000D. Bon, on y va entre potes, on refait la 6000D ensemble, on la termine. Là, pareil, un peu épique. Bref. Ouais, je me suis pris l'orage tout au sommet, donc grêlon, etc. Bref. Et finalement, tu vois, t'as les points. Puisque la Diag, c'est 85 points. Donc un point égale un point, c'est 1 km ou 100 mètres de dénivelé, il faut les cumuler. Donc t'as des courses de 60 bornes avec 2500 ou 3000 de dénivelé, bah tu les as. Et tu dis, mais en fait, je peux m'inscrire. Donc t'en parles, mais y aller tout seul. Enfin, moi tout seul, j'étais pas confiant. Franchement, j'étais pas confiant. Tu passes de 60 à 180, c'est x3 quand même. C'est pas confiant. Et finalement, tu te fais un planning entre potes. Qu'est-ce qui a fini de te convaincre? C'est les potes? Alors c'est Charles. Charles, il voulait faire l'UTMB, il n'a pas été tiré au sort. Il voulait faire un ultra. Moi, j'ai dit, je rêve d'aller là-bas. Et il faut savoir que mon oncle vivait là-bas. J'avais toujours dit, le jour où je viendrai te voir, je viendrai te voir, mais je ferai la Diag. C'était déjà le cas pour 2016. Et donc là,
On a pris le dossard. On s'est d'abord inscrit à un 100 km au mois de juin du TPMA pour dire que sur la route, il y avait quand même des étapes à faire. Faire un 100 bornes avant d'arriver à la Diag au mois d'octobre. Donc là, ouais, ça y est, c'est parti. En janvier, t'es inscrit. Et puis, il n'y a plus qu'à, quoi. Grosse prépa, qu'est-ce que tu as fait? C'était nouveau pour toi aussi de travailler dans la prévision d'une course de cette distance et de cette exigence. Comment est-ce que tu as fait ça? Et puis toi, tu vivais déjà à Paris à ce moment-là? Ouais, on vivait tous à Paris. Hein. On vivait tous à Paris. Donc ouais, Paris s'entraînait Petit pour challenge. le dénivelé à Paris, il n'y en a pas. Hein. Enfin, 100 mètres, la plus grosse côte, on va dire, dans la région, à peu près. Donc ouais, on s'est planifié tout un truc, sauf que dès le début, pour moi, ça a été compliqué. Je me suis déchiré l'ischio au mois de février, mais vraiment. C'est-à-dire qu'on sort du maxi-cross de Bouffémont, où là, on fait 10 km 42 sur le même week-end, le 10 le samedi, le 42 le dimanche. C'est un bon petit morceau, Bouffémont. Moi, j'y vais chaque année. Ouais. À chaque fois, ça laisse des séquelles. Tu vas cette année? Ah, j'espère. Ouais, sans doute aussi. C'est une grande classique de début d'année pour moi. Bah, ça fera sans doute partie de la prépa. Donc on va sans doute y aller aussi. Mais le problème, c'est qu'il pleut tout le temps là-bas. Enfin, ça fait partie du folklore. Ouais, c'est ça. Tu rentres, t'as de la boue jusqu'au genou. Ça, ouais. T'as 3 kilos à chaque pied à la fin. Et à la sortie de Bouffémont, je suis au top. Franchement, je suis au top. Je viens de réaliser un truc incroyable. J'ai un peu foiré sur le 42, mais c'est lié au fait que j'avais fait un 10 km trop rapide la veille. Je m'étais pas lésiné sur... J'ai mis 48 minutes, je crois, un truc comme ça, avec les 300 mètres de dénivelé, ce qui était quand même pas rien. Sans y être à fond, parce que je prévoyais le 42, mais j'avais quand même été trop vite. Et je devais être en semaine de pause, et en fait, je me dis, bah tiens, on va essayer de voir jusqu'où mon corps fatigue. Et en fait, sur un faux mouvement, je fais un mouvement excentrique, et j'ai tout l'ischio qui se déchire. C'est-à-dire que je me déchire l'ischio sur 7 cm de long, 2 cm de large, et un peu plus bas sur 3 et 1,5 cm. C'est-à-dire que vu ma taille, tu vois, je suis pas très grand, 1m69, je me suis vraiment arraché l'ischio. Il parlait d'opération pendant un temps. Donc là, t'es au mois de février. En gros, la Diag au mois d'octobre, c'est mort. C'est là, on te parle de 3 mois de rééduc. Tu fais oh. Et finalement, j'ai tenté quelques trucs un peu à côté. Et j'ai réussi à courir le marathon au mois d'avril. C'est quoi les trucs à côté? La magie noire? Ouais, j'ai tout essayé ce qui venait. C'est-à-dire que j'ai essayé le jeûne thérapeutique, comment ça s'appelle? L'argile, la cryo. Un protocole qu'on m'a donné... qui pouvait être utilisé sur certains athlètes de l'INSEP. Donc j'ai tout fait pour que ça revienne. On devait faire l'Écotrail 80, du coup je pouvais pas le faire. Charles il l'a fait, moi non. Donc j'ai réussi à l'accompagner sur les 5 derniers kilomètres en jean. Voilà, pour dire j'y étais. Mon dossard il est rangé dans sa pochette. Il est dans un tiroir comme un signe vaudou. Voilà, ouais. Non. C'est des périodes que t'aimes bien, les phases de préparation? Ça dépend quelle phase. Là, tu vois, je sors d'une phase de 10 km, c'est bon, ça sera plus pour moi. Mais pour préparer un 10 km? Ouais, là, je viens de finir, je viens enfin de passer sous les 40 minutes sur 10 km. Bon, voilà, bravo. J'ai mis longtemps à le faire. J'ai commencé il y a 8 ans. Non, ce que j'aime bien entre elles, c'est plutôt le côté, justement, aller en forêt. Ça, c'est cool. Les longues courses où tu te prends pas la tête, tu vas juste pour courir, te vider l'esprit, que ça soit le matin, le week-end, très tôt, où il y a personne dans Paris. Ou aller en forêt pour des balades. Ça, c'est plutôt ce que j'aime bien. Donc, je fais rarement des prépas. En fait, on parle de prépa sur la Diag, mais nous, on a mis plutôt des jalons. Après, on s'est dit, on va faire tel volume. Mais il n'y avait pas il faut faire du fractionné. Je crois que j'en ai pas fait, d'ailleurs. J'en ai pas fait. Je suis en train de réfléchir au truc. Je crois qu'on a fait que des sorties longues ou des sorties entre potes. Voilà. Ce que tu appelles jalon, c'était quoi? C'était des courses. Des courses, ouais. Ouais, tu vois, Bouffémont, l'Écotrail, le marathon de Paris où on devait faire marathon, course 40 bornes le samedi et 40 bornes le dimanche. En juin, le 100 km. Un stage de trail en août. Et après, tu arrives sur une grosse période au mois de septembre-octobre. On prévoyait une sortie. Et septembre plutôt, 5 semaines avant la Diag. Et après, on allait à La Réunion. T'as levé le pied combien de temps avant? Quasi pas. En fait, les 2 dernières semaines, tu ralentis vraiment très fort. Mais sinon, non, tu lèves pas le pied. Dans quel état d'esprit tu te sens à la fois physique et mental à l'issue de cette préparation? Tu te sens dans les bonnes dispositions, la meilleure possible? Ouais. Non, quand j'arrive, je suis hyper confiant. En fait, on a enlevé et démystifié tout ce qui pouvait être problématique, la distance et la durée. On a fait les tests pour. C'est quoi tes objectifs et tes ambitions sur la course? Terminer, et si on peut, faire moins de 50 heures. Ça te paraît réaliste ou challengeant? Le 50 heures est un peu challengeant parce que on sait pas trop où on va. Quand tu fais des courses de 24 heures, là, tu passes sur beaucoup plus long. Donc ouais, tu sais pas. Mais tu te dis que c'est pas déconnant non plus.
Est-ce que tu avais mis en place une stratégie de course particulière? Tu t'étais donné des temps de passage? Il y a un sujet sur la gestion du sommeil aussi qui est assez central dans ce genre de course. Est-ce que tu avais déjà un peu prévu un scénario idéal? Ouais, on avait fait des fichiers Excel pour la famille, pour qu'ils puissent nous retrouver. Alors, si ça se passe bien, on sera là entre telle heure et telle heure. Et en fait, ils pouvaient changer enfin, ils pouvaient noter notre temps de passage, ça recalculait automatiquement les temps de passage derrière. T'as déposé un brevet là pour T'es pourri là. En fait, je crois que Lifetrail, ils font mieux que nous. En fait, il y a parfois un peu des errements quand même sur les prévisions quand t'es entre 2 points. Il peut y avoir les heures d'arrivée estimées, il peut y avoir des mauvaises surprises quand même. Sur Lifetrail, ouais, je sais pas. Apparemment, mon beau-frère disait que Lifetrail était plus précis que ce que j'avais fait, sauf pour le début. Mais sinon, voilà. Ouais, non, on avait fait tout un part. On avait prévu où est-ce qu'on avait nos assistances personnelles. Donc, moi, j'avais 5 points d'assistance personnelle. Charles, il en avait 2, plus les 4 miennes. Enfin, il avait les 2 au même endroit que moi où ses parents venaient avec sa sœur. Et moi, comme j'avais la chance d'avoir ma sœur, mon beau-frère et mes parents, ils se sont chargés de se partager en 2. Alors, ça tombe bien au vu de notre allure, c'est-à-dire que les bases de vie, ce qui est le plus simple à atteindre et mieux organisé, on les a données aux parents. Ça tombait de jour pour nous, donc c'est plutôt cool. Pour eux, c'était plus simple. Et ma sœur s'est chargée plutôt des points de nuit, quoi. Prime à la jeunesse pour avoir les points de passage les plus difficiles. Bah, eux, ça les arrangeait parce que derrière, comme ils disaient, on pouvait visiter l'île. Donc il fait au final... tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Et puis il y avait un 5e, voire 6e point de passage. Il y en a eu qu'un 5e et voilà, quoi, il est arrivé. Qu'est-ce que tu t'attends à vivre avec cette diag? Je sais pas. Je m'attends à avoir des paysages de dingue. Je m'attends à certainement souffrir. C'est quoi ta plus grande crainte, ta source d'appréhension? Me blesser. Me blesser, parez-vous, parce que je me blesse. Ouais, c'est ça ma plus grande crainte. À l'endroit où tu as déjà des fragilités ou de manière plus générale? Faut dire que pendant la prépa, pendant la prépa, qui n'en est pas une, je me tordais régulièrement la cheville, donc j'arrive avec un tape que mon podologue m'a posé et qui m'a expliqué comment poser. Donc j'avais une fragilité, je crois que c'est cheville gauche, qui avait tendance au moindre caillou à partir. Alors là, je te laisse imaginer sur une course comme la Diag, qui est considérée comme un terrain ultra technique. Ouais, c'était ça la grosse crainte, c'était vraiment de me tordre la cheville et que ça puisse plus marcher. Ton avant-course se passe pas exactement comme t'imaginais, c'est un peu chaotique à la fois dans la gestion du dossard, une sieste que tu voulais faire mais qui a été un peu contrariée. Est-ce que tu peux nous raconter les heures qui précèdent la course? Les heures qui précèdent, c'est tu cales ton sommeil pour pouvoir faire une sieste ensuite avant le départ, parce que le départ est à 22h. Donc en gros, grosso modo, c'est de se dire je démarre 22h comme si c'est une journée, sauf qu'en fait la veille, on se lève pour aller chercher le dossard, on passe toute la journée et puis en fait j'ai mal le crâne. Et là, je voulais me coucher tard pour justement décaler mon réveil le lendemain. Et en fait, je suis à 18h, j'ai beau essayer de tenir, je suis obligé de prendre un médoc. Je prends jamais de Doliprane pour pas citer. Je prends vraiment jamais de médicaments. J'ai mal de tête, je vais me coucher, ça passe. Là, je suis obligé d'en prendre un. Résultat, ça m'assomme totalement. Donc du coup, je m'endors sur les coups de 20h, je pense, à peine après le repas. Et je me lève. Moi, j'ai pas besoin de beaucoup de sommeil. Donc à 6h, je suis au taquet, je suis debout. Et je suis en pleine forme. Sauf que la course, ça démarre à 22h. C'est à la fois bon signe et pas bon signe. C'est rassurant sur ton état de forme, mais c'est peut-être pas le meilleur moment pour être au pic. Ouais, 6h du matin pour un départ à 22h, c'est pas le meilleur moment. Et je me dis, c'est pas grave, on va essayer de bouger dans la journée, on fera une sieste tout à l'heure, on va décaler la sieste, ça va bien se passer. J'essaie d'aller au lit, me mettre dans le noir, mettre des écouteurs, mettre de la musique, mettre tout ce qui est relaxant, impossible de m'endormir. Donc là, c'est mort. Il est 17-18h, la course, il faut partir sur le point de départ, parce qu'il faut être 3 heures à l'avance, je crois, là-bas. Donc ouais, tu pars et c'est foutu, t'es levé déjà depuis 6h du matin, il est 22h, donc ça fait déjà 16h que t'es levé. Tu devrais avoir sommeil à 22h01 si la vie est bien faite, normalement. Ouais, si la vie est bien faite. Voilà, c'est pas possible à la Diag d'avoir sommeil à 22h01. Mais grosso modo, tu sens bien que... là, je suis pas serein quand même, hein, parce que tu te dis, je pars avec 16 heures déjà dans les pattes, en fait. On est le jeudi 17 octobre 2019, il est donc bientôt 22h, l'heure fatidique. Est-ce que tu peux nous parler de cette ambiance dont on a entendu parler maintes et maintes fois et dont la réputation n'est plus à faire? Qu'est-ce que tu gardes de cette effervescence de départ et de l'environnement dans lequel vous êtes? C'est la folie là-bas. J'ai pas fait assez de grands trails pour savoir si c'est partout pareil. Je suis pas allé à l'UTMB, donc je peux pas te dire, ou les Templiers, pour des comparaisons où les gens disent qu'il y a vraiment une grosse... Là-bas, c'est incomparable. Faut savoir que t'es comme dans un stade. C'est un truc de fou. Il y a du monde partout. Ça hurle. Toi, c'est ton rêve d'être ici. Donc, du coup, ouais, c'est des frissons partout. J'ai vraiment l'impression d'être là où je dois être, en fait, à ce moment-là. Ça te fait monter en tension ou ça ne fait que amplifier l'impatience que le départ soit donné?
Non, je savoure. J'ai pas d'impatience à ce que ça parte, mais j'ai envie que ça parte parce que je suis prêt, malgré ces 16 heures dans les pattes. Mais ouais, j'ai envie de vivre ce moment-là, quoi. Le départ est donné et comme on se l'est dit juste avant et comme on l'a gentiment amené, tu vas connaître une première nuit qui va être délicate, un peu contrariée déjà par un manque de sommeil qui va se faire sentir assez prématurément sur le parcours. Ouais, bah, la première partie du parcours, c'est assez bien parce que c'est roulant, c'est le long. Là, c'est comme je te disais, t'es comme dans un stade, là, t'as 10 bornes, un truc dans le genre, où là, t'es long et il y a du bruit et tout ça. Puis après, tu montes sur les contreflancs du volcan, quoi. Et t'es très vite passer le premier gros ravitaillement, Notre-Dame de je sais plus quoi, là. T'es tout seul, en fait. T'as beau avoir tous les coureurs, t'es tout seul. Et puis, bah, t'es en file indienne. Et puis, c'est un peu monotone, la montée. Ça va être long, la course. Donc, tu vas pas pleine balle. Charles était parti devant toi? Non, on était tous les deux ensemble. Ouais, non, on a dit qu'on faisait le maximum ensemble. Et là, ce qui se passe, c'est que sur un chemin, je me suis endormi, mais en courant. Et je m'en suis aperçu parce que j'ai senti que ça dévalait sous mes pieds. En fait, je me suis décalé sur la droite du single qui montait de la file des gens. Et en fait, j'ai commencé à dévaler et là, ça m'a réveillé parce que j'ai senti que c'était plus les mêmes pas alors que j'étais censé monter. Enfin, comme quoi le corps, il est bien fait. T'es en train de monter, donc il y est. Puis d'un coup, là, et j'ai il me fait, mais qu'est-ce que tu fais? Je me suis endormi. Ça t'inquiète ou pas? Ça te stresse? Ouais, pas savoir quand est-ce que je vais dormir, ouais, c'est cette gestion du sommeil qui devait être un gros point important, ne pas l'avoir comme tu veux, ouais, c'est déjà tu sais pas quand est-ce que tu vas devoir dormir, quand est-ce que tu vas pouvoir dormir, donc ouais, c'est un peu stressant, mais t'oublies vite, tu penses à d'autres choses. Vous arrivez au premier sommet, au lever du soleil, tu es saisi à la fois par la vue, mais aussi par le froid qui vous attrape à ce moment-là. Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que tu avais anticipé qu'il puisse faire aussi froid à ce moment-là, même si je crois que c'était des températures plutôt record à ce moment-là pour vous, spécialement pour vous? C'est ça, ouais. Alors non, on n'a pas anticipé qu'il ferait aussi froid, même si mon oncle qui est de La Réunion m'a prévenu, il m'a dit, tu verras, c'est au lever du soleil qu'il fait le plus froid à La Réunion. Bon, bah, nous, on s'est retrouvés au lever du soleil, au sommet du volcan, enfin pas tout à fait, mais à plus de 2000 mètres d'altitude. Ouais, c'est ça qu'on oublie aussi, hein. La Réunion, c'est plus de 2000 mètres d'altitude, le passage. Donc t'es très haut. C'est quoi les températures, ce que tu appelles froid? Là, cette année, il a fait entre -3 et -5 en 2019. À cet endroit-là précis de la course, à ce moment-là. Attention, hein, parce que la Réunion, les températures changent très très vite. C'est-à-dire qu'en l'espace de quelques heures, il s'avère que pour nous, au moment où on est passé, on voyait qu'il y avait de la gelée partout sur les champs. Les bouteilles de tout ce qui était soupe, etc., c'était gelé. Tout ce qui était hors bouteille et tout, c'était gelé. Donc il faisait très très froid à ce moment-là. Et là, par contre, t'as le soleil qui se lève, donc t'as cet orange, ce bleu, et puis t'as le piton des neiges au bout. C'est juste magnifique, quoi. Tes premières heures de course se passent malgré tout très bien et tu t'en mets plein les yeux, on l'a compris. Tu as le plaisir de retrouver ta sœur et ton beau-frère au premier CP qui est aux environs du kilomètre 50. C'est un moment de réjouissance déjà d'avoir cette chaleur humaine à ce moment-là. Ah ouais, on les voit. Bah, là, on est sur une longue ligne droite, donc on est content de les voir parce qu'on est un peu... ça commence à se réchauffer, on a un peu froid, on court pas assez vite pour se réchauffer nous-mêmes, donc on est content de les voir. On sort de la nuit aussi, faut pas oublier, donc ouais, c'est cool. On les voit, ils ont le ravitaillement, on rigole, on a envie de leur raconter des trucs. Ouais, franchement, c'est le bon moment pour avoir Marabout, ouais, c'est le bon moment pour avoir le premier. Pour des coureurs comme nous, c'est le bon moment pour avoir la première assistance, ouais. 10 km plus tard environ, il y a une descente spectaculaire du Kervegen en direction de Sillaos. Le spectacle continue en face de toi et tout autour de toi, mais aussi sur le sentier où il y a un coureur qui semble particulièrement pressé d'avaler les kilomètres au mépris des autres coureurs, visiblement. Ouais. Il faut savoir qu'à La Réunion, eux, les Réunionnais, ils ont l'habitude de descendre ou de monter. Là, il s'avère que dans la descente de Kervegen, c'est hyper raide. Il y a des grosses marches ou pas du tout. Les femmes, elles ont du mal à descendre, donc il y a souvent des bouchons entre les coureurs qui sont pas à l'aise, ce qui est normal. Et là, il y a une queue qui se forme qui est assez longue et on entend au-dessus, ça déboule. Et il y a un gars qui veut couper un virage. Et en fait, il le coupe juste au-dessus de moi. Je l'ai pas vu. Moi, j'étais en train de discuter justement avec un photographe qui était là pour faire des prises de vue de la Diac. C'était rigolo. Et en fait, le gars, c'est une sorte de Kanak, le mec, une masse. Et il me tombe littéralement dessus. Enfin, moi, je fais 60 kilos tout mouillé. Et j'ai cru que j'allais finir dans le ravin. Ça s'est arrêté à quelques centimètres du ravin. Ouais. Gros coup de stress. Ah ouais. Non, là, j'avais le cœur à 200. Ils se sont insultés après, mais moi, j'étais à 200 à l'heure parce que j'ai vu mon pied au bord. Et je me suis dit, si ça poussait 15 cm de plus, on partait. Là, ouais. Là, c'est le gros coup de stress. Je nuance un peu, tu as dit les femmes mettent plus de temps à descendre, c'est peut-être certaines femmes ou certains hommes. Alors, les femmes qui sont petites, alors après, on a vu Sissi Cusso, elle est pas très grande non plus, mais ouais, quand t'es gêné par ceux de devant, que tu peux pas faire ce que tu veux, ou que t'es pas Sissi Cusso parce que t'es pas une professionnelle du trail, ouais, la descente du Kervegen, elle peut être compliquée.
L'histoire se répète quelques minutes après, donc il n'y a peut-être pas un ravin et ce petit coup de sang comme tu as pu l'avoir, mais là, tu as peut-être un peu moins de patience à ce moment-là. Ouais, non, là, j'ai moins de patience. Le deuxième, ce coup-là, c'est plutôt vers le bas, donc il reste quand même encore quelques lacets. Il veut faire la même, sauf qu'il est embarqué, et pareil, il me rentre dedans. Là, je l'ai arrêté. Bon, il n'y a pas le ravin comme... Il n'y a pas un ravin aussi impressionnant, mais il y a quand même un bon trou de 10-15 mètres. Je lui ai dit, je me suis retourné, j'ai regardé tout le monde, j'ai dit, le prochain qui fait ça, je le balance moi-même. Peut-être déjà le deuxième à me rentrer dedans, c'est bon, ça suffit. Je crois que tu aurais été disqualifié. Ah ouais, si, peut-être. Ouais. T'aurais dû rendre compte de ça, à mon avis. J'aurais joué la bonne fois. Mais rassure-moi, l'ambiance est quand même bonne sur les sentiers. Ouais, l'ambiance... Non, franchement, ça a été les deux seuls problèmes qu'il y a eu. Sinon, le reste, ça a été top, ouais. Tu rejoins ensuite la base de vie à Cilaos, qui est au kilomètre 72, où t'attendent tes parents. Une base dont la configuration n'est pas très facile à appréhender, sur laquelle tu vas passer... par la force des choses, beaucoup de temps et beaucoup trop de temps peut-être à ton goût. Ouais, 2h30. On avait prévu d'y rester 1h30, on y passera... Enfin, ouais, moi j'y passerai plus de 2h30. Comme Charles, il est arrivé un quart d'heure avant moi, on repart ensemble, donc encore plus. Faut rafraîchir le fichier Excel là. Ouais, non, là c'était n'importe quoi. Enfin, t'es content de voir tes parents, donc voilà, il y a une ambiance de fou parce que t'as des trucs, mais la base de vie, elle est complètement mal foutue. C'est-à-dire que pour le massage, c'est à l'entrée de la base de vie, et les douches, elles sont dans le stade. Donc en fait, il faut que tu traverses cette zone de massage, que tu arrives sur la piste au niveau du virage de 200 mètres pour aller dans les tribunes qui sont au niveau de l'arrivée, pour là prendre une douche pour repartir dans l'autre sens. Sauf qu'après, quand tu cherches ton sac, c'est un peu au milieu et la bouffe, c'est hors du stade, mais de l'autre côté. Donc en fait, tu fais des... C'est pour rester en forme, c'est pour vous garder un peu... Ouais, j'ai dû faire 2 km dans cette base, je pense. Ouais, donc j'exagère, mais j'ai marché, j'ai fait 3 allers-retours du stade, ouais, facile. Ça fait du bien quand même, non? La douche froide, ouais. Et les parents, les crêpes aussi. Il y avait des crêpes en vente, j'adore ça, j'en ai pris 1 ou 2. Tu repars dans des conditions de chaleur marquées. Tu nous as parlé tout à l'heure de l'amplitude de température qui peut être assez forte, enfin même très forte. Tu vas faire ensuite une rencontre sympathique qui va faire passer les kilomètres assez vite aussi. Ouais, c'est rigolo. On tombe sur un gars à la sortie du stade et on fait le chemin avec lui. Et lui, il s'avère qu'on avait croisé deux randonneuses. On les regardait, on rigolait avec Charles sur les randonneuses. Et puis d'un coup, qu'est-ce qui se passe? C'était des amis de ce gars-là avec qui on discutait, qui les attendaient. Et donc en fait on s'est retrouvés à discuter avec elles sur tout le parcours. Donc elles étaient en VIE, etc. Et je ne sais plus comment c'est arrivé, elles se sont mis à nous parler de leur rencontre et de ce qui était bon pour le plaisir charnel. Le genre de discussion qu'on a toujours sur une course, non? Ouais, sur un trail normal. Bah, quand tu t'ennuies, ouais, tu vas demander à ton voisin quelle est la bonne position. Ouais, c'est toujours ça. Non, mais voilà quoi. Et donc elles sont venues à nous expliquer que ce qui était important pour les femmes, c'était les préservatifs perlés. Voilà. Donc, tu savais ce que c'était, bien sûr, un préservatif perlé? Bien sûr, ouais, à ce moment-là, très certainement. C'est-à-dire que oui, c'était la discussion qu'il fallait avoir à ce moment-là, au milieu des gorges, en descendant dans Cilaos, ouais, et en montant le Taïbi, ouais. Tu passes ensuite donc le Taïbi et tu bascules dans Mafat avec à nouveau le soleil qui se couche. Donc là, voilà, les journées passent vite quand on les raconte comme ça. Est-ce que c'est un passage que tu appréhendes? Mafat, c'est quand même un gros morceau. On sait que quand on se jette dedans, il n'y a pas d'autre façon d'en sortir qu'en marchant. Est-ce que voilà, tu crains particulièrement ce grand bloc qui s'offre à toi? En fait, Mafat, ouais, c'est ça. On le sait d'avance hein, quand on s'inscrit à la Diac. C'est-à-dire qu'à partir de Cilaos, jusqu'à ce fameux chemin du Taïbi au milieu de la montée, à partir de la mi-montée, il n'y a plus d'assistance possible avant que les mecs soient randonneurs et viennent te voir au milieu du ciel de Cilaos. Il n'y a pas de route. Donc ouais, là quand on part, on sait qu'on part, on sait dans la préparation, on s'est dit on va avoir 70 km où on ne verra personne et en plus ça sera très certainement de nuit. Donc ouais, c'était une appréhension de comment passer cette deuxième nuit. Ça s'est moyennement passé. Sachant que toi tu avais pour stratégie donc de ne pas dormir la nuit, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a guidé cette décision de plutôt privilégier la journée pour faire des petites pauses et puis la nuit essayer de rester en éveil? Il fait froid la nuit à La Réunion, donc du coup ce qu'on fait c'est qu'on s'est dit on dormira quand il fait chaud. Juste après manger, on avait remarqué, on avait testé que après avoir mangé, on avait souvent envie de dormir. Et d'autant plus quand il faisait chaud. Donc on s'est dit, on va manger et dans la demi-heure après, on va dormir. On dormira une demi-heure. Bon, ça, si là-haut, ça s'est pas du tout passé comme ça. Et donc forcément, Mafat, comme on va le faire de nuit, on veut pas du tout, on veut pas dormir. Sauf que la sieste à Cilaos, on l'a pas faite. Donc comment ça va se passer? Et moi, je commence à déjà, si tu comptes, on en est à la deuxième nuit, je commence à avoir un certain nombre d'heures déjà sans dormir dans les jambes, quoi. Par contre, il y a des gens qui font la tentative de dormir la nuit, en tout cas qui ne peuvent pas reculer leur envie de dormir plus longtemps, qui se pèlent. Ah non, mais si je dois te donner on le sait à la fin, parce qu'ils le disent à la fin, mais je donne un conseil à tout le monde, même si vous avez envie de dormir, essayez de me faire un pas. Ils ont dormi avec leur couverture de survie au milieu de Mafat.
Je suis pas sûr. La plupart diront qu'ils n'ont pas dormi. En fait, ils ont perdu 4 heures ou 5 heures à essayer de dormir. Ils se sont fatigués plus qu'autre chose. Attendez que le soleil se lève, essayez d'avancer. Ouais, c'est une erreur. Une erreur d'essayer de dormir dans ma fat de nuit. Ouais. C'est le conseil. On retient un conseil numéro 1. Alors, on va choisir le numéro 1, mais en tout cas, c'est un des conseils auxquels on pense pas je peux le modérer, mais je vais spoiler la fin. Mais à moins de vraiment pas pouvoir à moins de vraiment pas pouvoir avancer, d'être vraiment au bout du rouleau, il faut quand même continuer. On sait que le corps peut tenir au moins 30 heures, donc là, on n'en est pas forcément encore là, quoi. C'est une période qui devient quand même assez éprouvante pour toi physiquement, avec des douleurs qui sont plus marquées. On peut dire que tu es dans une forme d'errance un peu dans la nuit. C'est Zombie Clément qui navigue là, cette nuit-là. Ouais, c'est zombie. Déjà, j'ai mal aux pieds, donc j'arrive plus à poser mes pieds en descente. Et puis, bon, bah, y a la fatigue. Et ça fait quand même près de 2 jours qu'on dort pas. Donc, du coup, ouais, je me mets à avoir des hallucinations. Alors, c'est très rigolo parce que beaucoup de coureurs en parlent, t'y crois pas jusqu'à ce qu'au moment où ça t'arrive. Alors moi, Cascade Verte, il avait vu des sorcières quand je l'avais reçu. Ah ouais? Ouais. Toi, t'as eu droit à quoi? Alors non, moi, c'est des elfes. Moi, c'est pas des hallucinations à proprement parler, c'est des sensations de déjà vu. Je suis jamais allé à La Réunion, je suis dans la descente et je me dis... Et tu connais l'île mieux que personne. Ah là, le chemin, je sais, il va là, tu vas voir au bout, ça va être à gauche, et après, il va y avoir ça, et puis là, il y a une école, et elle est rouge, l'école. Ouais, alors déjà, ça allait pas à gauche, ça allait à droite, le chemin était pas si long que ça, et puis l'école, je l'ai jamais vue. La plus proche est à 32 km. C'est ça. Donc en fait, pas du tout. Et après, t'as le côté aussi, la grosse fatigue, le moindre truc. À un moment, je suis tombé et je me retrouve à genoux par terre parce qu'un coureur était entre 2 arbres et que je me suis pris la racine. Et là, t'arrives pas à te relever parce que t'as ton téléphone dans une main, la bouffe dans l'autre et que t'es pas assez lucide pour dire qu'il faut que je pose l'un ou les deux par terre pour pouvoir aider avec tes mains et te relever, quoi. Voilà, c'est ce genre de choses dans la nuit de ma fat. C'est vraiment n'importe quoi. Quand on avait échangé en amont de cet enregistrement, tu m'avais parlé du conseil que t'avais donné ton coach, puisque toi, un de tes points forts, c'était la descente, ouais. Sur lequel tu pouvais moins t'exprimer en raison des douleurs que tu connaissais à ce moment-là. Est-ce que tu peux me dire parce que ce que lui t'avait conseillé de faire et comment toi tu l'as interprété à ce moment-là? Ah ouais, alors un des coachs pour savoir, c'est Julien Chaurier. Ah oui, bien connu, voilà. Formidable Julien Chaurier. Voilà, Julien Chaurier, donc, avec qui j'ai fait le stage à Val Thorens avant la course, qui disait qu'une fois que ton point fort, tu l'as pu pour une raison ou pour une autre, il faut que tu en trouves un autre. Enfin, celui du jour ne sera pas forcément celui que tu avais. Donc ne pouvant plus descendre, ayant moins mal aux pieds en montée, j'ai décidé de mettre un peu plus d'énergie dans les montées que dans les descentes. Les descentes, je me concentrais pour pas avoir mal, et les montées, j'essayais de les faire un peu plus rapidement que prévu, quoi. Donc les grosses montées, je rattrapais du monde, et dès que ça descendait, c'était un peu catastrophe. Avant de te lancer dans l'ascension du Maïdo, tu décides de t'accorder un petit peu de temps. Le soleil n'est pas encore levé à ce moment-là? Ouais. Alors, à l'école Roche-Plate, là, je décide d'essayer de faire un petit sum, ça dure 10-15 minutes. Pour le coup, au soleil, sous une couverture. Et avant de reprendre la montée du Maïdo, et puis au milieu du Maïdo, c'est magnifique. Je me suis arrêté pour manger dans la montée et regarder ce cirque que je n'ai pas vu de l'intérieur. je l'ai juste vu du dessus. Et puis c'est rigolo, tu vois, parce que quand on dit que c'est beau et qu'on en oublie des choses, c'est-à-dire que j'ai même pas pris une photo de ce moment-là. C'est pas grave. Je l'ai cherché, si tu l'as en tête, ah ouais, je l'ai en tête, que je suis en haut. Alors qu'en haut même, il y a un couple qui m'a demandé de les prendre en photo, tu vois. Je les ai pris en photo, mais j'ai pas pris de photo pour moi. On pardonnera ce petit manque de lucidité à ce moment-là. Tu te lances donc dans cette ascension, enfin tu continues ton ascension, et puis en haut tu as le plaisir et la surprise de te retrouver Charles. Alors je sais pas si t'attendais ou pas, mais en tout cas la vie fait qu'il est là à ce moment-là. Ouais, dans la nuit, on s'était séparés parce que moi j'avançais plus et je savais pas où le retrouver. Et en fait, ma sœur était en haut avec mon beau-frère, et ils étaient arrivés un peu en avance. Charles était en avance, il les a vus, donc il a décidé de dormir. Et donc quand j'arrive, il est là en fait en haut du Maïdo. Ouais. T'as fait croire qu'il t'attendait? Il y a eu un peu les deux, il a eu raison. Il a eu raison de m'attendre et surtout de profiter d'être avec quelqu'un pour pouvoir dormir, ça le rassurait. C'est cool, quoi. C'était pour ça qu'on y allait à plusieurs aussi. Ensuite, vous prenez la direction de d'Ille Savannah et de la deuxième base vie qui est au kilomètre 127. C'est un parcours qui est en théorie roulant, donc plutôt favorable, mais tu vas à nouveau être exposé à des contrariétés physiques d'un autre ordre. Ouais, en haut du Maïdo, j'ai mangé, ils m'ont filé des pâtes, mais dans une sorte de bouteille coupée, mais certainement très mal lavée. Et je sais pas si c'est lié à ça, mais j'ai eu mal au ventre. Mais vraiment, ça passait pas, c'était dans l'estomac. Et si tu veux, j'ai l'estomac qui a gonflé pendant tout le début de la descente. Mais vraiment, j'avais un estomac
Les auditeurs peuvent pas voir, mais j'ai un estomac énorme. Les épingles à nourrice sont sautées sur pour accrocher ton dossard. Ouais, non, c'était vraiment une catastrophe. Et là, impossible. Entre les pieds et ça, j'ai voulu aller aux toilettes. Du coup, je me suis remis sur l'avant des pieds. J'ai eu mal, donc impossible d'aller aux toilettes. Enfin bon, bref, c'est une catastrophe. Jusqu'à ce que je trouve un moyen de dégazer tout ça et libérer, délivrer. Ouais, c'est ça. Non, vraiment, c'était ça. Et je l'ai senti, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai commencé par l'eau, ça marchait pas. J'ai fini au M&M, c'est ce qui a marché. Je sais pas pourquoi. Deuxième conseil. Ouais, en ouais. tout cas pour toi. J'ai testé dans l'ordre ce qu'on appelle tout ce qui est, c'est un des indices de rapidité de digestion. Donc l'eau c'est le plus rapide et tout ce qui est fruits à coque c'est ce qui est le plus lent. Donc les cacahuètes c'est ce qui est le plus lent. Et donc tu fais progressivement, c'est ça, t'essayes, tu fais des tests jusqu'à ce que ça, idéalement ça fonctionne. Jusqu'à ce que, alors est-ce que c'est parce que j'ai fait un mélange que ça a fonctionné, mais d'un coup je l'ai senti, j'ai lâché un truc, laisse tomber. Et après plusieurs fois, et puis d'un coup je me sentais beaucoup mieux. Et puis j'ai vu surtout mon ventre dégonfler à vue d'œil, et donc j'ai pu repartir en courant malgré la douleur sur les sentiers qui menaient à Ille-et-Savane. Quelques kilomètres plus tard, il y a un petit craquage, quand même, un petit coup de mou qui te force à marcher. Est-ce qu'on n'en a pas parlé, mais est-ce que à ce moment-là, tu te questionnes sur la possibilité d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée, de rallier la Redoute, ou pour toi, il n'y a pas d'autre issue que de toute façon finir, et que si ça doit être en marchant, comme tu n'es pas en retard sur les barrières horaires, est-ce que de toute façon, tu as la conviction que ça ira forcément bien ? Alors la barrière horaire, on sait depuis le Maïdo que ça y est, c'est bon, c'est la plus dure, donc elle est passée. Par contre, comme je te disais, ma plus grosse crainte, c'est la blessure. Et donc là, le fait de ne plus pouvoir poser le pied et d'arriver, en fait, sur le plan, il disait qu'en gros, à cette sortie de route, Ille-et-Savane, c'était bientôt. Et j'ai Charles qui m'appelle et il me dit « Ah non, pas du tout. T'as pas 2 ou 3 kilomètres, t'en as 7 ou 8. » On aime bien entendre ça, ça fait plaisir. Ouais. Et là, tu fais... en fait, ça m'a achevé. À partir de là, j'avais plus envie de courir. Donc j'ai fait, au lieu de faire ça, enfin je me souviens plus, j'ai quand même couru un peu, mais au lieu de le faire en 1h30, j'ai dû mettre 2 heures, quoi. Au lieu de le faire en 45 minutes, 1 heure, je crois. Enfin bref, je sais plus, mais j'ai mis un temps. Donc lui, il est parti. Il voulait m'attendre, mais il m'attendait plus, quoi, du coup. Tu arrives ensuite à la base de vie suivante. Là, tu fais un petit hold-up puisque tu passes devant tout le monde. Tu as le droit à un petit traitement VIP pour te faire soigner. Ouais. C'est non intentionnel. C'est non intentionnel. C'est-à-dire que les mecs me voient arriver, je demande où est-ce qu'il y a un podologue, je marche sur les talons. Et il me fait qu'est-ce que t'as ? Je dis je peux plus poser l'avant du pied, ça fait 40 bornes qu'à chaque fois je croise quelqu'un, ils me disent non, c'est ravitaillement suivant. Donc là, ils demandent à tous les gars qui sont assis, c'est que pour des ampoules. Les mecs répondent tous oui. Erreur. Et je dis mais je vais pas. Ouais, erreur. Et je vais pas passer devant tout le monde. Et il fait ouais, non, on va quand même regarder parce que ça peut être une déchirure sous le pied, ça pourrait être plus embêtant que ce qu'on croit. Ok, bon, finalement, c'était pas ça, c'était une énorme contracture au niveau des muscles sous le pied, et donc ça m'avait mis les os les uns sur les autres, et c'est pour ça que je pouvais plus poser le pied par l'avant du pied, parce que ça frottait. Donc ils m'ont fait un massage, et j'ai dormi sur la table pendant 20 minutes. Là, c'était le meilleur moment de repos. Tu repars ensuite avec une idée assez précise. L'idée, c'est que la nuit est approchante, c'est d'aller le plus loin et le plus rapidement possible. Et puis, avec en ligne de mire, toujours cet objectif de 50 heures qui devient réaliste. Donc là, l'idée, c'est d'enquiller les kilomètres aussi vite que possible. D'ailleurs, ça va te coûter une petite erreur de signalisation. Une grosse erreur, ouais. Ouais, non, ça devient possible, mais juste. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traîner. La forme, elle est là. À la sortie, je suis reposé, etc. J'ai encore passé trop de temps à la base de vie. Je pense que j'ai perdu encore j'ai passé plus de 2h30. Et ce qui s'est passé, c'est que, je cours à fond dans une descente. Ça veut dire que les douleurs sont atténuées en fait. À ce moment-là, là je repars, je suis comme un sous neuf. Vraiment, là pour moi, c'est vraiment envisageable de faire 49 heures. C'est-à-dire que j'y crois, je sais que ça va être dur, il faudra rien lâcher, il reste 20 bornes, mais c'est faisable. Et en fait, dans une descente, après une sorte de poste de ravitaillement d'eau qui est pas prévu, mais qui est sur le parcours, quoi, moi je continue tout droit à fond. Vraiment à fond, hein. Je double tout le monde depuis un moment, que ce soit dans les montées, dans les descentes, mais vraiment, je vais très très vite. Et à un moment, au loin, je vois un gars qui me fait des grands signes. Eh oh, stop. Quoi ? Il me fait, si tu cours, c'est pas par là. C'était plus haut. Je fais, comment ça, c'était plus haut ? Fallait tourner dans la forêt. Ok. Donc là, il a fallu que je remonte. Mais j'ai bien descendu. J'ai fait une boucle d'1 kilomètre, quoi. Donc là, il a fallu remonter. Et là, je tombe sur des bénévoles. Bon, je les comprends, ils peuvent pas tout voir. Là, c'est un moment où tu arrives sur les derniers coureurs de course, donc il n'y a plus grand monde. Les gens sont étalés, ils m'ont pas vu passer, j'étais tout seul. Et en fait, ils étaient en train de jouer aux cartes. On a les noms. C'est ça, ouais. Non, je sais pas qui c'était. Non, je leur en veux pas, c'est pas grave. Mais si je les retrouve. Non, bon. Et puis malheureusement, quand je reprends la route, je me retrouve face à un autre groupe de coureurs qui avait déjà eu du mal à me laisser passer. Et là, ils veulent plus me laisser passer. Et plus ou moins, j'entends, lui, en fait, il va à fond, il s'arrête, il recommence, il est chiant, il veut qu'on s'arrête pour passer, etc. Je comprends un peu le principe. Tu t'es encore fait des amis sur les sentiers ? Là, je me suis fait des super potes. Et donc, j'ai mis, mais ils voulaient plus me laisser passer, mais ils étaient une dizaine. Donc là, ça a été long, elle est passée. Ouais.
Tu arrives finalement à la possession, au kilomètre 144, où t'attends ta famille. C'est un ravito dans lequel tu vas laisser un peu de plume. Ouais. Là, c'était pas prévu. Finalement, c'est le ravitaillement où ils me rejoignent tous. On se dit, bon, bah, c'est le ravitaillement avant l'arrivée. Et on se dit, bah, 50 heures, ça commence à être tendu quand même. Ça va être juste. Ça risque de dépasser un peu. Et je reste. Tu l'aurais vécu comme un échec de faire plus de 50 heures? Non, pas du tout. Non. À ce moment-là, je le vis pas comme un échec. Là, on est tous euphoriques. En fait, on se dit tous, c'est bon, j'irai au bout. À ce moment-là, à la possession, bah, j'ai des photos. Mon père, il prend des photos autour. On est tous en train de rigoler. On sait que ça ira au bout. Sous combien de temps, on sait pas, mais ça va aller au bout. À ce moment-là, il y a plus de doute, à moins d'un pépin physique, genre une blessure. Il y a plus aucun doute que ça va au bout. C'est sûr. C'est agréable de pouvoir se dire ça alors qu'il reste encore une vingtaine de kilomètres. Ouais, je sais même pas si cette sérénité-là, elle est apaisante, au bout de 15-20 km. Ouais. Ah, c'est très apaisant. Ouais. C'est avoir cette certitude. Cette certitude où tout le monde qui se dit, bah, finalement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on rentre à la maison? Est-ce qu'on va t'attendre directement à l'arrivée? Et puis tout le monde qui dit, bon, on t'attend directement à l'arrivée. On va pas faire un arrêt supplémentaire, on va à l'arrivée. Ok, pas de souci. Donc là, ouais, c'est super. Là, c'est un moment d'euphorie totale. T'attends désormais le redoutable chemin des Anglais. Est-ce que tu peux nous parler de la façon dont tu te sors de cet écueil qui démarre faussement gentiment, mais qui ensuite prend un tout autre tour? Alors nous, le chemin des Anglais, franchement, on l'a pris, mais à la légère totale. Tout le monde en parle, et nous, on s'est dit, c'est ultra facile. On a vu les images sur Facebook, les pavés, nickel. C'est les mêmes que Paris, mais en plus gros. En fait, pas du tout. C'est la première partie qui est comme ça. Elle est plus ou moins pavée. Effectivement, c'est des gros pavés, ça va super vite. Mais alors après, c'est une décharge de cailloux. C'est-à-dire qu'il y en a partout. T'as des trous, t'as des morceaux de pavés qui sortent d'un côté, des morceaux qui sortent de l'autre, des endroits où tu peux pas poser le pied dessus, ni entre. Donc en fait, t'es tout le temps en train de jongler sur ce truc-là, et là, tu commences à voir les errances dans la nuit de tout le monde. Et moi, c'est à ce moment-là où... Toi y compris. Ouais, voilà. Moi, à ce moment-là, j'ai commencé à vouloir dormir, donc j'essayais de m'asseoir. Et c'est pour ça que je disais... par rapport à ne pas dormir la nuit, c'est qu'à un moment j'ai essayé de m'asseoir pour essayer de récupérer, parce qu'en fait je fermais les yeux sur le chemin des Anglais pendant que je courais. En fait je m'endormais, sauf que c'est hyper dangereux, il y a des trous partout, et là j'avais vraiment peur de me faire mal, donc effectivement je voulais m'arrêter pour dormir un petit peu, ne serait-ce que 10 minutes, une micro-sieste pour que je récupère la lucidité, mais je suis pas arrivé à cause des gens qui passent, du froid, parce qu'il fait très vite froid en fait. Donc voilà, donc là ça a été compliqué, je regardais mon téléphone toutes les 5 minutes, alors il me reste combien à faire? Ouais, ça a été très long de sortir de là, quoi. Tu arrives au ravito suivant en n'étant pas tout à fait lucide d'ailleurs. Il y a quand même des signes que tu es un petit peu amoché. Ouais, bah, les signes amochés, c'est de se dire, bon, bah, j'ai envie de dormir et je m'allonge à côté des gens, mais sur un rebord d'autoroute, quoi, en fait. Et je vais qu'au début du ravitaillement. Sauf qu'au bout de 10 minutes, je m'aperçois que bon, bah, j'ai froid, ça va pas. Il y avait des lits à baldaquin chauffants, massants, qui étaient 10 mètres plus longs. C'est ça, ouais, il y avait les lits qui sont l'équivalent des lits à baldaquin, les lits militaires. Non, mais sérieusement, un lit, à ce moment-là de la course, c'est n'importe lequel, t'es content, hein, du moment que c'est pas du béton. Ouais, voilà. Et je m'en aperçois qu'après. Donc là, je m'assois dessus pour dormir, quoi. Tu arrives finalement à te relancer, puisque l'envie de repartir n'était pas extrêmement présente. C'est plutôt l'idée de penser à tes parents, qui sont eux un peu sur le parcours à droite à gauche, et voilà, l'idée c'est de ménager un petit peu et de repartir le plus vite possible pour eux finalement. C'est ça, ouais, parce que je me relève une première fois et je me dis, bah là je pars pour 5-6 heures de sommeil, j'ai vraiment envie, enfin je sais que je terminerai, donc il n'y a plus d'intérêt sur les 50 heures, ils y sont plus, là à ce moment-là je sais que ça le fera pas, et puis du coup je me relève et puis je me dis, bah non, mes parents je peux pas leur imposer 5 heures de dormir dans la voiture, donc il faut que je me relève, je fais un check-up complet comme les coachs m'avaient pu me le dire, t'as mal nulle part, qu'est-ce qui t'empêche? Bah rien, mets un pas devant l'autre, lève-toi, et là je me lève, je reprends une soupe, un peu de sel et hop c'est parti. Le dernier gros morceau de la course, qui est la montée du Colorado, qui va être source d'une certaine appréhension de ta part avant que finalement tu ne te libères complètement dans la descente, qui redevient ton terrain de jeu favori. Ouais, bah là les douleurs il y en a plus, hein, donc c'est super cool, ça monte, ça descend, je m'éclate, sauf que bah, le Colorado c'est des grosses ravines et moi je suis pas très grand donc je dépasse à peine et j'ai du mal à voir les rubalises, donc heureusement j'avais mis le parcours sur mon téléphone mais j'ai l'impression de me perdre, je suis tout seul en fait. Quasiment j'ai croisé une équipe qui s'entraînait là au milieu du grand raid, enfin ok. tu croises des gens qui s'entraînent, rien à voir, et puis tu arrives en haut avec ce vent et là tu te dis bah ça y est, il reste plus que la descente à fond de balle jusqu'à ce que tu te tordes la cheville et tu fais bon, je suis quitte pour une ne baisse pas la garde. Ouais, c'est ça, pour une frayeur, et l'arrivée après quoi. Donc l'arrivée, tu connais une arrivée étonnamment solitaire, ce qui est plutôt une surprise pour toi, parce qu'il y a des gens qui étaient à côté de toi qui t'ont fait disparaître comme par magie, et tu connais une arrivée en solo dans le stade de la Redoute. Depuis la moitié de la descente, en fait, à un moment, il y a un dernier pointage, et là, on est tous une dizaine à regarder ce stade de la Redoute et à descendre et arriver en bas, et on arrive, on doit être 6-7 coureurs quasiment arrivés en même temps à l'entrée du stade. Et moi, je suis au milieu de tout ça, plutôt derrière. Et en fait, à un moment, je rentre, ça parle, je vois mes parents qui me filment et tout, et je me retourne, et il n'y a plus personne.
Il n'y a plus personne. Je suis le seul coureur à rentrer. La preuve, c'est que le speaker, il se gourde de nom. Il ne sait pas qui rentre, en fait, parce qu'il y en a plein qui sont arrivés en même temps. Et je me retrouve à faire une arrivée comme si j'étais premier. Mais vraiment, si tu regardes la vidéo, elle est filmée dans les deux sens. Il n'y a personne devant, il n'y a personne derrière. Donc, il n'y en a pas un qui est en train d'arriver. Tu t'es demandé si tu étais au bon endroit, non? Ouais, non, avec Lars, c'est bon, on voit. Non, je me suis demandé si j'avais pas gagné la course. Ouais. Bon, non, 52 heures non plus. Ça s'est joué à presque rien, une trentaine d'heures. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il avait mis 23 heures et quelques. Ouais, j'aurais pu être devant lui. Donc voilà, ouais, donc c'est une arrivée de rêve. Ça, c'est vraiment l'arrivée. Même si j'avais voulu qu'elle se passe comme ça, même dans mes rêves les plus fous, c'était pas concevable. Là, c'était top. Tu boucles donc la Diag après 52 heures et 39 minutes de course et 54 secondes pour être très précis. C'est quoi le sentiment qui prime à ce moment-là? Est-ce que tu es purement dans l'appréciation de l'instant? Est-ce que tu rembobines ainsi un peu le film de ta vie et puis ce rêve que tu nourrissais depuis des années et puis tu prends de la hauteur sur tout le chemin que tu as accompli qui inclut notamment l'accident que tu as connu? Et comment est-ce que tu vis ce moment-là? Première chose, c'est je l'ai fait. Et deuxième chose, en se retournant, c'est de se dire c'est déjà terminé. C'est passé trop vite. C'est passé trop vite. Clairement, tu viens de courir 52h40, t'es debout depuis, je sais plus, tu rajoutes 16 heures, donc près de 70 heures. Et tu te dis, c'est déjà terminé en fait. Et puis il y a les 2 ans de préparation, mais c'est génial. Ça nuance quand même ton plaisir? Est-ce que ça crée un peu non, c'est génial. Non, c'est de cette espèce de vide que ça laisse? Ça fait bizarre, ça fait étrange, mais c'est pas contradictoire avec le plaisir. Non, c'est vraiment... c'est un moment où je l'ai vécu en famille, je l'ai vécu avec des amis. Non, c'est top. C'est la plénitude à ce moment-là, ouais. Pour la petite histoire, c'est Grégoire Kurmer qui a gagné la course cette année-là en 23h33 et Sabrina Stanley chez les femmes, une américaine qui a mis un peu plus de 30 heures. Est-ce que tu peux nous dire, selon toi, maintenant, tu as le temps de prendre un peu de recul sur cette aventure, les facteurs clés qui t'ont permis de réussir finalement Stade Diag? Facteur clé. Qu'est-ce que tu as entrepris qui a été payant et qui a fait que le plan s'est globalement déroulé de façon cohérente par rapport à ce que tu imaginais? Disons que faut pas lâcher l'entraînement, déjà c'est une bonne chose. Il y a quand même un certain volume à avoir, faut pas se mentir, même s'il est pas extraordinaire. Démystifier la distance. Là vraiment, faut la démystifier, la distance. À la Diag, les barrières horaires sont très très larges, c'est-à-dire que la plus grosse, elle est au milieu, au 106e kilomètre. Et on avait calculé que si on passait 106e à la limite horaire, pour faire les 60 km restants, il fallait avancer à moins de 2 km/h de moyenne. Donc déjà, tu vois, 2 km/h quand tu marches, t'es à 4. Alors on va me dire, ouais, ça monte, ça descend. Enfin, logiquement, t'es un peu entraîné pour pouvoir un minimum ça monte, courir. Ça descend. Ouais. T'es un minimum entraîné pour pouvoir courir. Donc du coup, logiquement, il faut démystifier. Je pense que si on doit sans banaliser quand même. Ouais, sans banaliser. C'est important de pas le banaliser parce que la course, c'est dur en termes de technicité. Mais au final, la technicité, c'est pas ça qui te bouffe de l'énergie. Ça va juste te faire ralentir, surtout. Donc globalement, elle est quand même faite pour que la majorité puisse le finir. Mais il faut quand même se dire qu'avec juste les points, t'es pas prêt. Ça a été quoi le moment le plus difficile de ta Diag? Quand j'ai mal aux pieds dans la descente. À un moment, en pleine nuit, dans ma fat, je suis en train de descendre et là, j'avance à 1 km/h,5. Donc là, c'est la catastrophe. Là, pour le coup, tu regardes le chrono, tu dis, je passe pas. Qu'est-ce qu'elle a de si différent, la Diag? Qu'est-ce qu'elle a que les autres courses n'ont pas? Là que j'ai vu ces mecs courir sur ce volcan avec des paysages magnifiques. Voilà. La ferveur aussi, peut-être? Ouais, la ferveur, ouais, c'est clair. La ferveur. Je sais pas si je peux te faire un rollback, mais je me suis retrouvé à boire du coca dans une fête au milieu de la course. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui faisaient la fête le long de la rue, dans leur maison, dans leur garage, et ils avaient mis un stand de boissons pour les gens. Et donc en fait, je leur demande s'ils ont du coca, ils en ont pas, ils me font rentrer dans la soirée, carrément. en mode trailer, ouais, c'est trop bien, tu fais... désolé, on n'a pas de coca. Danse, non? Ouais, vite fait, mais là, tu t'en fais pas beaucoup, quoi. T'as invité non, mais ouais, la maîtresse de maison. Dingue. Les gens qui te servent à boire tout le long, c'est... Les réunionnais sont top. L'image que tu retiens tout particulièrement, une seule? L'arrivée, quand je me retourne. Cette arrivée, c'est complètement dingue. On est à 9 jours de la Diag 2022 au moment où on enregistre cet épisode. Si tu avais 3 conseils à donner à ceux qui prendraient le départ pour la première fois cette année, qu'est-ce que tu leur dirais? Tu l'as un peu dit peut-être tout à l'heure en parlant de démystifier la distance notamment. Ouais, mais là c'est un peu tard. Est-ce qu'il y a des petits conseils ou des petites astuces Alors je vais donner une astuce qu'on m'a donnée et qui est dans le livre, on en parlera peut-être, mais d'Antoine Guéon,
c'est de passer la première bosse à la vitesse de la dernière. Il a totalement raison. C'est-à-dire que si on passe trop vite, on a des chances d'exploser, alors que la course est longue, donc autant prendre du temps au début. Deuxième, se faire confiance. On a mis en place tout un tas de trucs. Normalement, on a testé plein de trucs en arrivant là. Enfin, j'espère que les gens ont testé tout un tas de trucs. Et logiquement, s'ils les ont testés, ça va fonctionner. Alors que si on veut mettre en place un truc le jour de la course, ça va pas marcher. Et... Toujours un peu périlleux, effectivement. Ouais, voilà. Ouais, mais le problème, c'est qu'il y a déjà suffisamment d'imprévus. Ouais, mais on a tous tendance à faire ça. C'est-à-dire qu'on se fait pas confiance. Ça, c'est un truc de fou. Et pas dormir la nuit. Pas dormir la nuit. Un message que tu voudrais faire passer aussi, elle raconte quoi de cette histoire des capacités humaines finalement et des capacités de rebond, si là aussi on rembobine le fil de ton parcours et on y revient 20 ans en arrière. Qu'est-ce qu'elle peut dire entre le moment où on t'explique que le sport va falloir renoncer à tes ambitions et puis une diagonale des fous un peu plus de 15 ans après? Ouais, que le 18 exactement. Le corps est capable de beaucoup de choses et qu'on est capable de bien plus que ce qu'on croit. Mais c'est valable pour tout le monde. Que ça soit pour moi la diag ou pour d'autres des marathons. Je veux dire, on n'a peut-être pas tous les capacités de faire la diag, mais on a tous les capacités de faire beaucoup plus que ce qu'on croit. Tu as prévu de suivre cette année l'édition? Est-ce que tu as des petits athlètes chouchous? Là, tu as les popcorn, tu es prêt à suivre la course et qui tu vas encourager avec particulièrement de cœur? Je suis emmerdé là. Ouais. Je suis emmerdé parce que je voulais voir si Julien Chorier et Casquette Verte, ils allaient faire la course ensemble. Je les aime bien les deux. Et l'autre, il vient de se fracturer les côtes. L'autre étant Casquette Verte? Casquette Verte, ouais. Donc ça, c'est con. Un de plus, ça va pas pouvoir s'aligner sur le départ. Là, il y a une petite hécatombe. Ouais, là, il y a une hécatombe. Ouais, mais est-ce que justement, ça serait pas l'année pour qu'une femme gagne? Ce serait beau. Est-ce qu'elle pourrait s'appeler Courtenay, cette femme en question? Et Courtenay, ouais. C'est la question que je me pose. Je me dis, est-ce que ça serait pas l'année? Ou au moins qu'elle monte sur le podium. Je crois que le meilleur classement féminin au scratch, c'est 7ème. Il me semble, oui. Ouais, non, c'était pas elle d'ailleurs. Non, je me souviens plus qui c'était, mais c'était 7ème. 7 ou 5, je sais plus. Bon, je regarde les archives. Mais ouais, voilà, ça serait. Je pense que ça peut être l'année. Ça peut être la bonne année avec cette hécatombe des élites. En plus, pour le 30e anniversaire, ils ont pas de bol. Il reste du bon monde quand même. Grégoire Kurmer, Ludo Pomeray qui le fera avec sa femme cette année, Daniel Young qui revient, qui a quand même gagné l'année dernière, David Haus qui est en pleine forme aussi, Anise Rousset qu'on espère aussi qui est incertaine chez les femmes, Sissi Cusso toujours fidèle au poste aussi, Sarah Vieuil, enfin voilà, il y a quand même un beau casting, donc on va suivre ça avec beaucoup de plaisir. On va maintenant se quitter dans quelques questions. On approche de la fin de l'épisode. Est-ce que tu peux juste me parler de tes projets sportifs? Là, on est quasi en fin d'année. Est-ce qu'il reste des petites courses à ton agenda? Est-ce que c'est plutôt sur 2023 que ça se joue dorénavant? Alors, il y aura peut-être Valence, mais c'est pas sûr. Le marathon. Ouais, voilà, il y avait un objectif à 3h15. Ouais, 3h15. Moins de 3h15. Mais c'est vraiment pas sûr. J'ai toujours pas les billets d'avion. Donc ça devient compliqué. J'avais un emploi du temps compliqué. Mais sinon, il y a un gros objectif. L'an prochain, j'ai 40 ans. Ce coup-là, c'était de refaire la Réunion, mais sans assistance. C'est parti d'un délire avec des amis, avec plein qui nous ont vu faire la diag et qui voulaient la faire. Donc c'est leur rêve aussi. On a créé un groupe sur Facebook et aujourd'hui, il y a 450 personnes sur le groupe. C'était complètement dément. Ok. Avec le point commun de vouloir le faire sans assistance? Alors non, l'objectif, c'était d'aider les... Alors moi, je suis toujours dans ce que j'aime transmettre. C'était de donner des conseils aux gens, et on s'entraîne pas tout seul à cette course. Il faut vraiment être plusieurs pour se soutenir. Il a un petit nom, ce groupe, si les gens veulent le rejoindre? Ouais, objectif Diagonale des Fous 2023, j'ai été super... Très explicite, c'est ça. Pas déçu. On voit à peu près ce qu'on va trouver. Ouais, voilà. Et organiser des trucs et avec des conseils de plusieurs coachs, dont, surtout de Jean-Pierre Cam, qui fait avec Julien Chorier le stage à Val Thorens, qui est devenu un ami, à qui je dois beaucoup. Il m'a beaucoup conseillé pour la diag aussi. Il t'a donné de la bonne cam? Ouais. Des bons conseils. Je lui dirai ça la prochaine fois. On a compris que la Diagonale des Fous, elle avait une saveur et une importance particulière dans ta vie. Est-ce qu'il peut y avoir une course après qui est aussi qui te procure ce même enthousiasme et qui est cette dimension mythique au même titre? Est-ce qu'il peut y avoir un autre projet majeur de ta vie sportive, ou est-ce que ça a été ça et puis maintenant tu vas faire d'autres choses différentes, mais tu as le sentiment que c'était la plus grande chose que tu pouvais vivre? Alors personnellement, je pense que c'est la course, il n'y aura pas mieux. Alors, je pense pas. Maintenant, des projets, il y en a toujours. J'ai 10 000 projets tout le temps en tête, donc il y en aura toujours. Accompagner des gens sur l'ultra, pour l'avoir fait tout seul en l'espace de 2 ans, j'ai vraiment envie d'apporter l'expérience que j'ai pu acquérir et les conseils. Moi, avec l'accident, déjà, j'ai travaillé énormément sur la prévention de la blessure sur moi-même pour pouvoir reprendre, parce que
Bon, à l'époque, les médecins disaient que je courrais jamais aussi longtemps, et finalement, 18 ans plus tard, j'arrive à faire des ultras. Donc, à 40 ans, ils m'avaient prévu un genou en plastique, donc je l'ai pas. Donc, comme quoi, il y a des choses à faire. Il y a des nouveautés en termes de santé, etc., et de prévention. Donc, ouais, ça peut être un truc plus challengeant que les courses. Et sinon, niveau course, trouver des courses avec des beaux parcours. Ouais, comme je te dis, 60, 100 bornes, ça me plaît bien. Ouais. Il y a de quoi faire. Ouais, il y en a plein de belles encore. Ouais, il y en a. Je pense qu'il n'y a pas assez d'une vie pour toutes les faire. Je te propose de conclure cet épisode avec une question classique, le motto de la fin et non pas le mot de la fin. Est-ce que tu as une devise à partager avec nous qui tient particulièrement à cœur? Ouais, j'en ai une. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Je suis tombé sur un petit panneau comme ça au bord de la mer lors d'un week-end et j'ai cherché ce panneau, je l'ai retrouvé récemment, donc je l'ai enfin acheté. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. Vraiment, et puis je pousse tout le monde à aller faire, à avoir des rêves. Et puis même s'il y a du D+, il faut le suivre ce chemin, même s'il est technique. Surtout s'il est technique, et s'il y a ça, mais ça peut être n'importe lequel des rêves. Il n'y a rien de plus beau que poursuivre ses rêves, et de toute façon, une fois qu'on en a réalisé, il y en a d'autres qui viendront. Merci beaucoup Clément, c'est malheureusement à la fin de cet épisode. Merci de nous avoir fait vibrer avec toi sur ta diag qui a été évidemment épique. On voit difficilement comment cette course pourrait ne pas l'être par nature au regard de l'ambiance qui l'entoure et puis de cette île qui se met tout entière au diapason de cette grande fête à la redoutable exigence quand même, on l'aura bien compris. Merci également d'avoir pris le temps de revenir sur ton parcours de vie qui, je l'espère, restera comme une belle source d'inspiration pour nos auditeurs. Bravo à nouveau pour la résilience et la ténacité dont tu as fait preuve il y a maintenant quasiment 20 ans et puis depuis tout au long du parcours. Je vais devoir t'abandonner pour aller travailler très vite au montage de cet épisode et faire en sorte qu'il puisse sortir dans les temps avant la Diagonale des Fous. Le timing est un peu serré, donc voilà, moi aussi je me réjouis de suivre le déroulement et les péripéties qui écriront à nouveau une histoire pas comme les autres avec cette course à laquelle on peut s'attendre toujours à vibrer. Merci pour nos échanges, Clément, c'était un plaisir. À bientôt. Plaisir. Bah oui, à bientôt. À vos familles. Par exemple, mais dans 3-4 mois. C'est ça va arriver vite. Je prépare déjà la machine à laver pour évacuer toute la boue que je vais ramener à la maison. Il n'y a pas que ça, la douche, tout. Merci, c'était génial. Salut Clément, merci à toi. À bientôt. Bye. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez écouté jusqu'ici, c'est qu'il vous a probablement plu, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous et également à vous abonner, à noter et à rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est essentiel pour que Course Épique soit mise en avant et puisse ainsi continuer à se développer. Cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast. Merci encore infiniment pour votre soutien et pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle Course Épique, évidemment.